Le balado des ficelles est disponible partout depuis 6 ans grâce à votre soutien et votre encouragement, notamment via le Patreon qui dure seulement le temps du podcast, soit de septembre à décembre. Oui, puis il y a plein de paliers disponibles, fait qu'on vous invite vraiment à aller visiter le patreon.com/ficelle pour voir toutes les contreparties selon quel niveau vous auriez choisi. Et maintenant, c'est l'heure de notre nouveau segment Croustifondant, commandité par Eros et compagnie. Oui. Parce que à OD, le sexe est toujours sous-entendu, rarement montré, mais au ficelle, on peut en parler ouvertement. Yes. Cette semaine, on a décidé de vous présenter le Relax. Oui, voilà. C'est un jouet de la gamme rose des produits maison de Eros et compagnie. Un véritable 4 en 1, nous dit la description. Un vibromasseur muni de plusieurs modes et intensités de vibrations uniques. J'attends le test de son. Non, tu peux continuer. Ah, je peux OK, ouais. Parfait. Il peut être utilisé donc pour la stimulation clitoridienne. Ah, voilà. Stimulation clitoridienne et du point G. Il sert de masseur pour le corps et de stimulateur qu'on peut utiliser sous les testicules. Tout le monde peut donc en profiter. Ben oui. J'aimerais aussi vous lire 2 commentaires sur le site d'Eros, d'utilisateurs et utilisatrices conquis par le relax. Tout d'abord, nous avons un commentaire de quelqu'un qui se nomme Pompier, qui dit « Orgasme assuré! » Plein de points d'exclamation. Tout simplement magique. Cadeau que j'ai offert à ma conjointe. Je l'ai jamais vu jouir autant. Et très pratique pour mec aussi. Très bonne vibration, excellent. Donc, on salue la masculinité solide et saine de Pompier. Et on poursuit avec Noum, qui dit, et c'est quand même, ça m'a quand même ému ce commentaire-là, « Mon nouveau chouchou, mon conjoint du moment me l'a acheté sans trop savoir. Depuis toujours, moi et jouir, c'est bien compliqué. Mais depuis que je l'ai, wow! J'ai trouvé comment être fontaine. Le copain voulait que ce soit lui qui réussisse, mais non. Merci tellement à ce produit qui me redonne confiance en mon corps. » Wow! Mais là, mon Dieu, même, qui l'a cru? Alors, Emna, dis-moi, si le relax c'était un ou une candidate d'OD, qui serait-il? Oui, attends, je vais juste le décrire pour les gens qui ne regardent pas. On vous recommande encore de regarder ce segment principalement sur YouTube parce que ça vaut la peine. Oui, vous manquez Alors, quelque chose. Pour les gens qui nous écoutent à l'audio, ça a la forme, je dirais, d'une petite couleuvre. Après, j'ai grandi en ville, fait que peut-être que ça n'a pas la... Non, couleuvre / spermatozoïde, j'ai envie de dire. Il y a peut-être, oui, parce que le bout, c'est comme un... Oui, c'est comme un... C'est ça, c'est de forme ondulée. Il y a comme un petit angle qui, je comprends, être un angle pour mieux atteindre le point G. Pour devenir une femme fontaine, apparemment. Oui, une femme fontaine, toujours très efficace. Il est rose, voilà, tu l'as dit au début de la description. Alors, avec un petit chrome quand même. Un petit chrome. Il est chromé. Il est chrome, mais il vient de Laval. Alors... je m'excuse, j'ai grandi à Laval puis toutes les chars sont chromées. OK. Moi, je pense que si le relax était un candidat, une candidate, il serait Laurence. Oh, Laurence! Parce que tu disais que c'est un 4 en 1 et qu'il a plein de qualités. Et moi, je trouve que Laurence, c'est une femme polyvalente. Elle a l'air d'exceller sur plein de facettes. Très grande maturité émotionnelle. Je suis sûre qu'elle rendrait plein de femmes fontaines. C'est pas ça que je voulais dire. Mais donc, j'espère par contre que le relax aura plus de luck que Laurence et qu'il sera votre top 1. Oh, wow! Merci encore, Eros et compagnie, de commencer le podcast des ficelles. Si vous êtes curieuse, vous pouvez aller voir sur leur site pour connaître plus de détails sur le relax et sur tous leurs produits. Et vous pouvez utiliser notre code promo ficelle15 pour un rabais, le fun! Merci, Eros! Bonjour à toutes et à tous. En ce mercredi 18 octobre 2023, vous écoutez Les Ficelles, le podcast féministe sur Occupation Double Andalousie. Nous sommes présentement dans le studio chez Denise. Autour de la table aujourd'hui sont réunis Emna Achaud. Bonjour. Mara Joly. Salut. Et moi-même, Amélie Faubert. Aujourd'hui, on revient sur les épisodes de la semaine d'Occupation Double en vous parlant des fuckboys en cuisine, mythe ou réalité, la présence des personnes BIPOC dans les téléréalités et de l'incompétence stratégique. Bonjour tout le monde! Hello! Bienvenue au Ficelle, Mara! Merci beaucoup! Oh, et on a vraiment eu un moment de fangirl quand on a su que tu écoutais OD et que tu voulais venir nous voir au Ficelle. Puis pour ceux et celles qui ne te connaissent pas, Mara, elle est comédienne, scénariste, réalisatrice, en plus d'être coproductrice chez Zama Productions. Connue d'abord pour La Maison des Folles, une mini-série présentée au Festival international de Cannes et récipiendaire de plusieurs prix. C'est maintenant sa plus récente série, Après le déluge, présentée sur Nouveau et Crave.
qui fait partie d'elle en ce moment. Et comme souvent, tout est dans tout officiel, c'était aussi la recommandation culturelle de Emna il y a quelques semaines, la série qu'on avait présente ici. Avant de commencer à analyser notre semaine OD assez chargée, je dirais, est-ce que tu voudrais nous parler de ton rapport à OD, justement? Ben écoute, c'est drôle parce que OD, moi, j'ai découvert ça quand j'étais kid. Je pense la première saison, j'étais pensionnaire. Donc, le dimanche soir, le dimanche, c'est la journée où est-ce qu'on retournait au pensionnat en autobus scolaire. Et là, il y avait les émissions de dimanche soir qu'on écoutait. Puis je sais que les filles l'écoutaient comme à la semaine. Moi, des fois, tu sais, je faisais partie de 8 parascolaires. Donc, non, j'avais une vie. Mais j'écoutais le dimanche soir avec les girls. Et éventuellement, j'ai perdu de vue la télé-réalité, mais j'y suis retournée avec Love Story quand il y a eu un gros méchant qui parlait aux caméras puis qui manipulait tout le monde. Sébastien! Une légende! Et après ça, j'ai encore débarqué de la télé-réalité. Et j'ai des amis qui travaillent sur OD. Et puis qui me disaient, mais tu devrais le regarder. Puis j'étais comme, Et finalement, ils m'ont eu un moment donné parce qu'ils m'ont dit, cette année, tu devrais vraiment le regarder. Et là, j'avais pas le droit de savoir pourquoi, right? OK. Parce que c'est confidentiel. Fait que là, j'ai commencé à l'écouter. Et en fait, c'est parce qu'il y avait une femme trans qui allait participer à OD. Évidemment, ils trouvaient que ça allait pouvoir m'accrocher. J'ai accroché automatiquement. J'ai adoré ça. Et elle est partie très vite. Oui, l'année de Kate, right? Oui! Ça, c'est OD quoi donc? Yes, gars, OD! Je me souviens pas. OD. Vancouver. Non, c'était avant. OD chez nous? Grèce. Non, c'était avant. avant. C'était chez nous? OD chez nous? Non, on n'a pas de mémoire. Mais oui, c'était là. Oui, fait que là, ils m'ont complètement accroché. Oui, c'était tellement comme... Ils m'ont complètement accroché. Moi, j'étais là pour Kate. J'étais Team Kate à fond. Là, elle part super vite, mais finalement, à cause que c'était bon, je suis restée. Et là, après ça, c'était un peu la pandémie. Fait que là, je me suis claqué toutes les OD. Mais toutes les OD comme des dernières années, là, les générations J, c'est ça. Puis là, cette année, j'étais comme, non, mais sauf l'année passée, j'ai eu de la misère, je travaillais très beaucoup, puis là, je voulais le rattraper, puis là, c'est pas arrivé. Puis là, j'étais comme, j'embarque cette année, machin. Puis là, il s'est passé ce qui s'est passé, fait que depuis, j'ai arrêté de l'écouter. Ah, c'est vrai, fait que toi, ils ont éliminé Raki. Oui, Danny semaine 1, peut-être non. J'étais juste tannée, j'étais comme, please, guys, vraiment, la femme noire encore qui part en premier. Ouais. Ça restait tellement un cliché dans les téléréalités, mais bon. J'étais juste comme, vraiment, j'avais tellement de peine, j'étais tellement tannée de voir ça, puis j'ai juste fait, je vais bouder, mais probablement que comme dans le temps des fêtes ou quelque chose, je vais comme faire un rattrapage ou peut-être que même à partir de ce soir, en fait, je vais juste faire comme « Oh my God, I want to know everything ». Ouais, c'est ça. Je comprends. Fait amour-haine. C'est surprenamment bon cette année. Mais c'est tout le temps bon. Non, mais tu sais, l'année passée, ça a été mais quand j'ai même pas écouté. pénible. T'as rien manqué l'année passée. Okay. Comme ça a été extrêmement pénible. Puis, mais cette année, moi, je trouve que c'est quand même pas pire. T'sais. Oui, moi, j'ai pas encore d'opinion. Je suis pas encore sûre. Ils ont beaucoup moins de codes d'écoute qu'avant. Ouais. Sûrement à cause de ce qui s'est passé l'année passée avec l'intimidation. Puis tout, là, c'est sorti aujourd'hui qu'il y avait comme ils ont perdu un quart des auditeurs RIS. Ouais. Fait que c'est quand même beaucoup, mais en même temps, je sais pas. C'est un peu... on se demandait tantôt avec notre productrice en dehors des caméras si Jay, à sa première année, avait beaucoup de codes d'écoute ou pas. Est-ce que là, les gens, c'est une nouvelle... Là, c'était Génération Jay, là, c'est encore un changement d'animateur-animatrice. Est-ce que c'est l'effet qui ont changé puis qu'il y a des gens qui étaient comme vendus à Jay, fait qu'ils ont dit « Oh non, too bad, moi j'arrête ». Puis peut-être que comme l'année prochaine, ça va remonter. Ouais, puis les gens aiment tellement ils ont une super bonne équipe. Puis moi, je suis quand même un peu fan de la façon d'être un phénix de Julie Schneider, là. Je trouve que c'est comme un phénix, là, genre renaissance sur renaissance. C'est comme... Fait que je suis sûre qu'elle va trouver de quoi pour... tu sais, je trouve que, mettons, de ce que j'ai entendu de la crise de l'année dernière, je trouve qu'elle avait l'air de l'avoir gérée avec grande élégance. Et, tu sais, comme, quand même, c'est quelque chose. Ouais, elle était dans la boîte, là. Puis je trouve que le message qui a été envoyé à la population, finalement, sur justement les règles d'intimidation, tout ça, c'était vraiment positif. Fait que c'est comme faire œuvre utile en même temps. Puis, non, mais j'ai confiance que, vraiment, je trouve qu'elle va trouver la façon de souffler dans les voiles. C'est tellement une bonne manière de l'exprimer. L'année passée, les gens étaient comme « les ficelles, pensez-vous que ça va continuer au dé? » Puis là, moi, j'étais comme « Julie Snyder va jamais finir là-dessus. Genre, elle va jamais finir sur une note de marde comme la saison de l'année passée. » Moi, j'étais convaincue. J'ai jamais pensé que ça reviendrait pas cette année, mais c'est tellement une bonne manière de dire ça que c'est une phénix, Julie Snyder. Ouais. Puis moi, j'étais quand même un peu, sans avoir suivi, encore une fois, j'ai l'impression des fois peut-être que je pourrais parler un peu au travers de mon chapeau, mais je trouvais de ce que j'ai perçu de ses interventions, mettons, dans les médias et tout ça, ou sa gestion de crise aussi de ce que j'ai entendu, j'étais vraiment comme un peu...
je sais pas, là, j'étais comme full patriotique de sa façon de gérer ça, parce que j'étais comme, je suis pas sûre que ça aurait été quelque chose qu'on aurait pu voir dans d'autres téléréalités, dans d'autres cultures, que quelqu'un fasse l'intimidation, puis gère la situation de façon aussi transparente, je trouve, avec la population, et désire revirer la situation pour éduquer, dans le fond, sur de la musique spa. Ça a l'air qu'il y avait de la musique spa à un moment donné. Mais j'étais comme, wow! Moi, je suis ébobie, franchement, là, je suis comme... Puis ça fait partie des risques de la télé-réalité aussi, d'avoir des candidats qui sont instables et qu'on doive gérer. Puis ça fait partie du risque, puis on l'a vécu l'année passée, tu sais. Ouais. Puis là, cette année, mais un repas vegan par semaine. Fait que, tu sais, tranquillement, mais sûrement. Juste c'est les filles. Ben là, ils l'ont annoncé chez les filles. Un quart de moins, c'est pas tant que ça pour une nouvelle mouture. Ouais, c'est vrai. C'est ça que j'ai trouvé que c'était intéressant quand Gabrielle, notre ficelle de l'ombre, me dit. Puis c'était la pandémie aussi avant. En tout cas, il y a plein de variables. Il compte pas les views web. Ah, ben là. Il compte pas les views web. Il compte pas les views web. C'est juste la cote à la télé. Fait un quart de moins à la télé. C'est no more. Et moi, j'ai l'impression que la génération Alicia m'a fait, là, peut-être que c'est moi qui est une vieille millennial gériatrique, mais comme... Je pense que sa génération à ces jeunes-là, ils écoutent plus OD en ligne. Et moi, j'ai entendu un reportage aujourd'hui qui disait que it's a thing now, les jeunes, écoutent des films sur TikTok. Fait qu'il n'y a plus rien qui me surprend. Ben, c'est ça. Il y a même des séries TikTok. Oui. Selon ça fait longtemps, ça. Les gens qui écoutent OD pour Alicia, parce qu'on sait qu'elle a une fanbase comme immense. Ouais. Fait que d'après moi, eux, ils écoutent sur Internet. Mais moi, j'ai jamais écouté OD live on TV, là. Ben moi, oui, mais en 2004. Ouais, c'est ça. Quand oui, exactement. Oui, moi aussi, d'abord. Si on parle de ces référents-là. Mais c'est tout. Emna, est-ce que tu veux nous lancer dans les faits saillants de la semaine? Oui, alors moi, je vous pitch des affaires, là, puis vous réagissez comme bon vous semble, parce qu'il n'y a pas vraiment d'ordre. Alors, Samy... OK, bon, Samy, là, je comprends. Je sais pas, il est rendu où dans sa tête, Samy, parce que là, Céline était intéressée, lui, il avait dit qu'il était pas intéressé. Là, cette semaine, il est réintéressé. Là, je pense je sais pas s'il panique puis il veut s'accrocher à quelque chose pour pas être éliminé. Mais là, quand il a dit, je pense que Céline pense avec une certaine hiérarchie de moi, vu que moi, je suis médecin puis elle est infirmière, je pense qu'elle me respecte trop. Puis là, j'étais comme, mon chum, non. Mais je pense qu'il voulait dire... Est-ce qu'elle me met trop sur un piédestal parce que je suis médecin, parce que sûrement que ça y arrive dans la vie. Mais j'étais comme, peut-être... Elle est trop drillée à respecter l'autorité. Moi, ça m'a fait rire parce que mes amis qui sont infirmières étaient comme... Bonne blague! Les médecins, on les respecte vraiment pas tant que ça. Comme mon ami était comme... c'est vrai, tu sais, c'est rare qu'on a comme... J'ai l'impression que c'est quelque chose qui... Ah, il est tourmenté, pauvre lui! C'est tellement difficile. Des affaires, mais il y a une solution très simple. Parle avec Céline. Peut-être demande-lui. Fait que ça m'a titillé un petit peu. OK, j'ai envie de vous demander Simon Mia. Oh mon Dieu. OK, alors le couple qui n'a pas encore frenché. Et là, c'est comme tabou, là. Parce que là, on se demande tout, y a-tu un problème? Et moi, je suis comme, on est-tu socialisé à trouver que c'est trop long? Est-ce que c'est normal que ça prenne du temps? Parce que là, il y a des hypothèses. Il y a des gens qui disent que Mia se fait niaiser. Moi, je pense pas. Moi, je pense pas que Simon niaise Mia. Moi, je trouve que Simon, il est pas fin en ce moment. Parce que ça a l'air d'être très souffrant pour Mia. Oui, ben si lui, il le sent pas, faut son consentement à lui aussi pour frencher. Mais pourquoi qu'il fait semblant qu'il va la frencher non-stop? Rendu là, si t'as pas le goût de frencher, t'es pas prêt, ben arrête de comme... Tu sais, de t'approcher à 1 centimètre de sa bouche dans un party quand ils ont bu, puis d'être comme, je vais-tu le faire, je vais-tu pas le faire? Oh non! Je sais pas, là, comme moi. Elle, ça a l'air d'être torturée là-dedans. C'est-tu genre dans le j'aime ça respirer ton haleine, puis je vis mon érotisme à travers l'interdiction de t'embrasser trop rapidement? Ou c'est genre je vais te teaser jusqu'à ce que tu me sautes dessus? Ou c'est genre je te tease, mais dans le fond, ça me tente pas? Moi, je pense que c'est le A. Je pense que c'est l'option 1. Mais respire son haleine. Mais attends, parce que on questionne toujours le consentement. Moi, si un gars me teasait puis que ça me tentait, mais pas tout de suite, je voudrais qu'il respecte ma limite, puis je pourrais quand même flirter avec. Mais est-ce que Mia est comme à consent à être teasée à ce point-là? Moi, c'est ce bout-là. J'ai pas l'impression que ça a l'air d'être difficile pour elle. Oui, mais elle dit au confessionnal, dis-le à Simon que t'aimes pas ça. Ça, c'est sûr. Après, tu sais, puis je veux pas... pas... d'après moi, elle se laisse faire parce qu'elle pense que... Mais ils ont l'air extrêmement timides, les deux. Ça a l'air difficile. Ça a l'air difficile. De couler. Mais dans OD Extra, il y avait une scène que j'ai appréciée où est-ce que Simon se confie au gars. Ouais. Puis il demande des conseils. Comment vous pensez que je devrais comme
dans quelles circonstances je devrais l'embrasser. Pour moi, c'est tout le temps malaisant, un premier French. Tu sais, pour moi, ça démontre qu'il y a le goût de la Frenchie. C'est juste, hey, moi, je sais là, que c'est OD, puis ils ont tous signé un contrat, pis ça, mais moi, tu me mets dans un contexte parce que tout le monde me regarde, puis que j'ai la pression de Frencher, parce que toutes mes chums de gars et mes chums de filles French ce soir, je fige complètement. Mais je suis d'accord, je suis pas en désaccord avec toi, j'ai juste l'impression que pauvre Mia, parce qu'elle est tellement insécure, elle a tellement expliqué comme trop, j'ai presque le goût de dire, elle a quasiment trop expliqué à quel point elle était insécure dans les premières semaines, au point où on a pensé que ça l'avait turn off, Simon. Là, mais toi, French-le, Mia, let's go. Mais effectivement, mais en même temps, si lui, il arrête pas de dire... Je veux attendre, je ne sais pas, qui joue à oui, non, peut-être. Tu le frencherais-tu, toi? Moi, j'attendrais que lui soit comme décide de le faire, mais que... Oui, mais en même temps, Anthony puis Marie-André, mettons. Anthony, Marie-André disait, moi, je veux attendre, pas avant la 4e semaine, tout ça. Il avait l'air de respecter ça, puis à un moment donné, ben, c'est elle, tranquillement, qui s'approche un peu, puis qui s'approche un peu, puis s'approche un peu, puis là, elle le freine. Tu sais, en tout cas, je sais pas, je vais tout le temps prendre le bord des filles plus que les gars, mais là, je trouve que je sais pas, je pense pas que je suis prête à lancer la pierre à Simon. Mais en fait, moi, vraiment, je trouve ça cool qu'ils veulent attendre s'ils veulent attendre, mais je comprends pas son balai d'hésitation. Comme j'ai l'impression que c'est juste... Ben, ils sont pas sur la même longueur d'onde. Parce que clairement, elle veut pas attendre, puis lui, il veut. Fait qu'il faudrait qu'il s'assoie, puis genre... Ben, j'avoue que quand t'as le goût de Frencher, puis que la personne veut beaucoup devant toi, des fois, ça peut te micro-turn-off, des fois. Ouais. Right? Puis pas turn-off genre de la relation, mais juste turn-off du moment, de faire, ah non, je le file pas finalement parce qu'il y a une petite pression. Oui. C'est comme genre, si quelqu'un me faisait une demande en mariage devant tout le monde, j'aurais beaucoup plus envie de dire non que de dire oui, parce que je ferais comme, wow! C'est trop de peer pressure, genre, je m'entends pas penser. Right? Mais ça, je comprends ça, tu sais, je comprends juste pas son attitude à lui. C'est ce bout-là. Moi, j'ai pas l'impression qu'il a le goût de sniffer son haleine. Moi, je l'ai pas lu comme ça, la scène, là. J'avais pas l'impression que c'était sensuel, comme. J'ai vu qu'il y avait des ficellos qui ont parlé de ça, qu'il y a quelqu'un, entre autres, une personne que j'admire énormément qui disait ça, qu'elle elle apprécie comme le tease pis tout, mais moi je l'ai pas vu comme du tease là. Ben, je l'ai vu comme c'est du tease très maladroit. Là, oui, c'est ça, extrêmement maladroit là. Je serais comme affaire à suivre absolument. Ouais, à suivre. Vraiment. Tout à fait. Oui, il y a Benita Ficelwood Benita qui a déjà été invitée au Ficelle puis qui a dit It's giving Amélie et Lucas all over again. C'est comme quand même. Vrai, mais ils ont fini en couple, pareil. Eux autres, ils ont juste pris leur temps. Fait que, écoute, l'avenir nous le dira. Les montages de ça étaient tellement bons. Les rôles sont inversés, right? Parce que là, dans Mia et Simon, ce serait Mia qui serait Lucas. Mia serait Lucas, oui. Puis que la personne qui a l'air refroidie serait Simon. Ouais, mais tu sais, en tout cas, parce qu'on le sait pas, Simon, il est comment dans la vie. Parce qu'on a l'impression que les gars sont tous des fuckboys. Puis qu'ils veulent absolument frencher. Je pense pas qu'il a besoin d'être un fuckboy pour vouloir absolument frencher. Je sais pas. Je comprends pas son approche. Mais peut-être que ça a marché pour lui dans le passé dans des situations de vie normale. Mais OD, c'est pas une vie normale. Ben, c'est ça. C'est ça que je comprends. Mais ça a l'air en plus que quand ils se voient pour faire des parties, ça dure genre une demi-heure, une heure, là, tu sais. Ben, c'est ça, je me dis, c'est comme, c'est là. Il y a des caméras, il y a de la pression, c'est peut-être super intimidant, mais on va sûrement clairement le savoir au fur et à mesure qu'on va apprendre à le connaître. J'ai hâte de voir. Je serais très déçue que le outcome de ça serait que finalement Simon soit pas intéressé par Mia, que ça soit ça l'explication. Il veut juste pas perdre sa place. Mais bon, fait que je serais plutôt... J'aimerais ça qu'il aime son haleine. C'est peut-être le condo entre les deux, dans le fond, le problème. c'est Mirabelle, le problème. Bon, alors, on va beaucoup parler d'Antoine dans nos sujets aujourd'hui, fait qu'on va pas trop s'étendre dans les moments de la semaine, mais Antoine a finalement choisi Alexandra, et Alexandra a finalement choisi Antoine dans leur polyamour, non, c'est pas ce que je veux dire, dans leur triangle amoureux respectif. Ils ont frenché. Et c'était peut-être le pire French de l'histoire. Moins fluide de l'histoire, je pense. Mon Dieu, la gueule pleine de troulis. Moi, je pense que Simon a vu ça puis il a fait non. Non, mais comme, il avait même pas fini de pisser, il avait même pas fini de se laver les mains. Elle était en train de boire une grosse gorgée de troulis, puis là, il a pogné la face, les mains même pas propres, genre. Très dirty. Dirty dans l'écurie. C'était l'enfer. Dirty dans l'écurie. L'enfer. Dirty dans l'écurie. Ça avait pas l'air le fun. Ouais. Très bon. Après, on a déjà, tu sais, on n'aime pas beaucoup Antoine à la base, je pense. Le personnage, Antoine, pas la personne. On la connaît pas, la personne. Fait que je pense qu'on a trouvé ça plus dégueu encore à cause de ça. Mais oui. J'ai vu des ficellos de s'indigner beaucoup sur le fait qu'ils s'étaient pas lavé les mains. Je suis pas d'accord. C'est juste que, spoiler alert, il y a pas tant de gars que ça qui se lavent les mains après avoir... Non, mais comme je sais pas si vous avez passé un peu de temps proche des toilettes
public, là, dans la vie, moi, j'observe beaucoup les gens, puis il y a une raison pour laquelle je touche pas aux poignets dans les métros. Wow! C'est vraiment... Les poignets, les bords... Moi, j'ai un très bon corps et équilibre dans le métro parce que ça fait 20 ans que j'ai pas touché une poignée parce que je sais comment les gens sont pas hygiéniques. Voilà. Moi, j'ai su, en parlant d'hygiène, parce que c'est vraiment un sujet passionnant, tout à fait. Moi, j'ai su que quand on flush la toilette et qu'on laisse la cuvette ouverte, les particules vont dans l'air, puis ça va sur notre brosse à dents, puis machin. Puis là, j'ai freaké quand j'ai entendu ça. Je suis pas une freak des germes, tu sais, j'aime ça une brosse à dents propre quand je me la mets dans la bouche. C'est quand même la base. Fait que maintenant, quand je flush, systématiquement, beaucoup de détails sur ma vie personnelle, mais je ferme la cuvette. Oui, fermez la cuvette, tout le monde. Ouais, et je suis quand même impressionnée qu'on vive dans un monde où est-ce que c'est possible quand même. À côté, mettons, il y a des personnes qui vont juste se tenir la peau qui pend et sploucher ça à distance et mettre des gouttes un peu qui dépassent. Ça m'impressionne énormément. Puis tout ça au nom d'une virilité qui serait émasculée si tu t'assois puis t'es hygiénique. Je suis comme... Oui, encore, s'asseoir aux toilettes pour les hommes. C'est pas la première fois qu'on parle des hommes qui font pipi assis aux toilettes. C'est ça qui je pense que ce qui pourrait vraiment être cool, ce serait qu'on ait tous collectivement ou des bidets ou des toilettes japonaises avec le banc chauffant, machin. Ce serait peut-être un incitatif à tronquer la virilité apparente pour un confort et une hygiène et une civilisation, en fait. Et en plus, c'est meilleur pour un prostate faire pipi assis. Ah ouais? Ouais, c'est scientifiquement prouvé. Moi, en tout cas, j'ai trouvé quel extrait je mettais sur les réseaux sociaux fin de la semaine. Oh my God! C'est vrai qu'imagine que, genre, t'es en train de boire une troulie dans les toilettes, il y a quelqu'un qui t'approche avec les mains, t'as une draft de pisse dans la face, puis là, t'es supposé, genre, te filer sensuel, puis frencher, j'ai rien compris. Peut-être que sa peau de pénis émane des effluves particulièrement pleines de phéromones. De phéromones. C'est probablement ça. Vomir dans l'œil. D'accord. Bon, alors, on parlait de bidet, ça me fait penser au fait que le roi du bidet, Joannelle, la seule personne qui savait c'était quoi un bidet puis qui l'utilisait dans la maison, qui a dit le mot anus propre à OD, a été éliminé. J'ai envie de dire, la logique a été respectée, encore une fois, malheureusement. Il a été éliminé à OD Extra, ça, j'aime pas ça. Ben, d'après moi, c'est parce que c'est pour les codes d'écoute, là. Ça, j'aime pas ça. On veut que le monde écoute OD Extra. Comme moi, fallait que j'écoute tout le monde en parle. En tout cas, ça a fucké ma soirée. Il y a quelqu'un qui a été éliminé pendant le OD Extra. Mais c'est qu'ils ont laissé le suspense, puis là, quand OD normal est fini, on savait toujours pas si qui était éliminé. Fait que là, ils nous ont... cochon, oh mon Dieu, c'est tellement addictif! Oh mon Dieu, c'est pas ça la formulation d'habitude. Moi, j'aime ça, les enfants, quand ils sont tous... Mais il y a rien qui était comme d'habitude dans cette élimination. Là, ils se sont comme choisis des gens qui voulaient éliminer. Qu'elle a délibéré. Le monde protégé, il éliminait quelqu'un entre eux. C'était assez spécial. Comme... Jérémy. Encore une fois, un qu'on n'aime pas particulièrement juste de par son métier de flippeux de maison, d'entrepreneur immobilier. Moi, j'ai de la misère au début. Ben, moi, c'est juste continuel. Puis je veux vraiment respecter les gens qui font ça parce que, la précarité financière est présente partout, puis tout le monde... chacun son talent, puis je comprends que ça puisse être vraiment une belle façon de... Mais j'ai tout le temps... j'ai de la misère à avoir de la compassion. Il y a des gens qui font écrivez-nous. Mais non, mais fais-le, puis habite dedans toi, tu sais. Mais là, tu le fais. Il y a moyen de faire ça de façon éthique, je pense, mais comme... Oui, non, mais je dis pas que... Flipper des maisons, ça laisse flipper, on sait que c'est quoi. Ouais, exact. Mais en même temps, tout le monde hustle, mais je suis comme, ça nous fait tellement de mal de faire ça. Oui, ben, c'est ça. Surtout qu'il y a plein de monde qui n'ont pas de toit en ce moment. Non, c'est ça, c'est peut-être pas le moment. Mais donc, Jérémy qui s'est fait flusher par Alexandra et que là, on ne sait pas exactement le timeline, mais je pense, en 4 secondes et demie, s'est retourné vers Céline. Oui. Et là, a eu une surprise, une révélation, une illumination. Il tripe sur Céline. Mais physiquement seulement. Oui, parce que psychologiquement, il s'entend vraiment mieux avec Laurence. Parce que Laurence est rendue à la même place que lui, elle veut des enfants. C'est la première qui a dit à O2 qu'elle veut des enfants. Ouais, comme enfin qui a dit. Mais Céline, elle a un spark. Ouais, elle a créé le spark qu'il n'a jamais nommé par rapport à Laurence. Puis Laurence, pour elle, à chaque party, elle va le voir. Puis elle est comme, puis je voulais savoir où est-ce que t'en es. Je voulais savoir où est-ce que tu te situais. Tu sais, elle est tellement diplomate, elle est tellement sweet. J'ai envie de dire, girl, run, cours. Fait que là, elle a eu la vérité, parce que là, Céline a avoué devant elle que Céline avait jasé avec Jérémy. Puis même Céline a eu un moment de... Je suis flattée, je vais m'intéresser à Jérémy moi aussi, mais j'ai l'impression qu'elle a flippé. Flip. Pour ne pas utiliser de... Intended,
Fait qu'en tout cas, à suivre, là, je sais pas, mais lui, c'est ça qui a fait qu'il reste encore parce que là, il est dans un genre de triangle, mais... Je m'avance sur les prédictions de la semaine prochaine, mais moi, je pense que c'est lui le prochain qui parle. Ben, les filles ont vraiment pas aimé ce petit mot. Ultimement, c'est all good s'il n'y avait pas eu le temps d'y parler à Céline avant, dans le sens que ça va tellement vite au dé. C'est vrai que comme il y a la pression de se caser vite, une Spark, ça peut arriver comme par hasard. T'sais, moi, je pense pas que c'est ça le problème. C'est juste, laisse pas Laurence sa tablette en attendant. Mais il n'y a pas une affaire au dé que quand tu te cases trop vite, t'as plus de chances d'être éliminé, sauf l'année où est-ce que tout le monde s'est casé vite puis il y avait une espèce de bromance indéfectible. Non, quand tu te cases vite, quand tu te cases vite, t'as comme une crédibilité puis t'as un respect des autres. Mais ils ont parlé de ça dans l'élimination aussi hier, là, à savoir comme, tu sais, il y avait ça dans l'élimination. Mais quand tu te cases vite, puis qu'après ça, il y a d'autres candidats qui... Il y a pas une affaire que des fois, ça peut te mettre en péril un peu? Oui, mais peut-être, parce que ceux qui débarquent, ils ont plus de place. Alors que si t'as un petit triangle, tu peux plus dire « Ah, mais j'ai besoin de plus de temps. » C'est peut-être ça la stratégie d'Antoine. Oui, mais historiquement, les gens qui se cassent vite gagnent. Parce que c'est comme vu comme étant cute aux yeux du public. Ils se sont comme casés rapidement, ils ont comme trouvé l'amour rapidement, ils ont été fidèles, ils ont été loyaux. Mais il faut aussi qu'ils soient dans un triangle d'amitié très fort qui les batte. Oui, des amitiés peut-être plus. Il faut que t'aies genre des soldats autour de toi qui te permettent de te rendre loin. Hier, à l'élimination, tu sais... Parce que toi, t'es juste un target. Antoine essayait de dire, ben moi aussi je suis en couple maintenant avec Alexandra, puis il y a des gars qui ont fait comme, ok, mais là, gros. Toi, c'était il y a 4 heures, puis nous, c'était il y a 4 semaines. C'est ça, ça fait 4 semaines qu'on était avec la même fille, comme ça n'a pas la même valeur, ça n'a pas la même. Ouais, ça a causé de la bisbille, quand même. Fait qu'il y a quand même, c'est pour ça que je te dis que d'après moi, il y a quand même c'est récompensé à OD, habituellement dans la Bible OD, de genre te caser vite, parce que en théorie, tu vas à OD pour trouver l'amour, fait que plus vite que tu la trouves, comme. Plus vite que tu passes go et tu réclames $200. Il y a des ficelles saloon qui ont déjà calé que Lara puis Vince allait gagner parce que c'est comme les premiers qui se sont casés. Puis... Ils sont dans les standards de beauté, il y a rien, ils sont absolument zéro problématiques, ils sont un peu plates aussi, mais comme, tu sais... Puis, mais Laurence, oui, effectivement, moi j'ai adoré à quel point elle a décidé qu'elle le flushait après les détails de l'élimination. Comme moi, c'est vraiment une reine, Laurence. Je comprends pas que les gens l'aiment pas. C'est de loin ma préf, je la trouve très émotionnellement intelligente, puis je comprends pas pourquoi elle trippait sur Jay in the first place. Mais bon, des fois, on overcompense d'autres relations. Fait que peut-être qu'elle est allée avec des gars qui étaient comme... C'est très hop la vie, puis là, c'est dit, le petit timide dans le coin qui ne va pas avec ses émotions. Je sais pas. J'aimerais ça la rencontrer après OD pour prendre comme une bière avec, pour faire comme match up. Who hurt you? Parce que c'est la pauvre. Moi, je la verrais tellement avec Samy. Comme avec Samy. Comme je la verrais tellement avec Samy. Il avait mais quand même Samy, l'air d'avoir une... Mais oui, il avait l'air d'avoir quand même eu quelque chose, mais semble. Elle a quand même hésité à en prendre Samy ou lui pour la date méga awkward dans la caverne. Oui. Mais je sais pas si c'est réciproque pour Samy. Awkward dans une caverne avec Jérémy. Mais là, moi, je m'en vais binge-watch tout ça à soir. Oui, là. Ça n'a pas rapport. Voyons, c'est bien bon. Oui, c'était vraiment bon. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça classique. Elle a dit, ben moi, c'est terminé. Au prochain party, je vais lui dire. En sachant très bien qu'elle s'en va après avoir fait ça. Parce que les gars vont clairement l'éliminer parce qu'ils l'aiment pas for some reason. Mais je pense que tant mieux. Moi, je trouve qu'elle se respecte là-dedans. Puis j'ai pas l'impression que c'est contre Céline ou le fait que, comme, tu sais, j'étais là en premier. Que ça devrait être sur moi qui trippe. Juste comme, sois honnête, sois transparent. Si t'étais tiède et médium tout le long, ben, c'est dis-le au lieu de juste la mettre. Tu sais, ça, c'est le back burner. Je sais pas. Ça m'a vraiment fait chier. C'est le back burner, j'aime ça. Mais il y avait beaucoup d'Antoine qui nous a fait chier dans la journée, dans le dimanche d'hier. Mais ça, moi, c'est venu me... Peut-être que c'est venu me trigger, je sais pas personnellement, mais que... Oui, parle-nous de toi. Oui, c'est ça, parle-nous de tes traumas. C'est vraiment crochant d'avoir la pauvre. Mais Céline, juste pour... Oui. Céline a énoncé la meilleure phrase, je pense, de la saison. Je pense que j'ai déjà dit ça, mais dans Au Extrait, elle a dit... Comme on dit chez nous, squeeze tes fesses puis hope for the best. Puis put that on a t-shirt, quelqu'un, parce que c'est genre trop bon. Sinon, pendant la semaine, c'est toujours loin là, qu'on est rendu la semaine après, mais Matt Pasta, là, Antoine a pris sa place dans nos Red Flag numéro 1 cette semaine, mais quand même, on se rappelle que Matt P existe et qu'il a dit « J'ai pas besoin de montrer mes émotions, ça sert à rien ». Oh, wow! J'adore! Il a dit ça. C'est tellement bold. Mais oui, hein, quel courage! Il a dit ça à sa date. Oui, à la seule fille qui trippe dessus. Puis là, elle en a parlé aux autres filles. Ça, j'ai aimé ça, par exemple, qu'on voit ça. Elle en a parlé aux autres filles.
parlé, Rebecca, elle en a parlé à Céline et à Mia. Là, elle a réagi comment? Qu'est-ce qu'elle As-tu trouvé ça un peu spécial? Oui, elle a trouvé ça red flag. Oui, mais moi, Rebecca, je trouve qu'elle dort un peu. Là. Elle est un peu aveuglée par les beaux cheveux d'alt-right boy à Matt Pasta, là, parce que Céline, elle lui a dit, mais tu trouves-tu que c'est un red flag? Que Matt P montre pas ses émotions, puis Mia était comme, je pense que ça pourrait devenir un problème. J'étais quand même comme contente que les filles lui parlent de ça, tu sais, cool. En espérant que ça fasse son petit bonhomme de chemin. Et en terminant, moi, mon dernier fait saillant, c'est Marie-André qui dit, à un moment donné, elle pleure, là, puis elle dit, j'étais peut-être due, ça fait 5 jours que j'avais pas pleuré, puis je suis comme, oui, c'est vrai, il y a tout le temps un moment où est-ce que, en tout cas, moi, je relate beaucoup quand j'ai pas pleuré depuis, ça fait assez longtemps. Faut que ça sorte. Tu autorégules tes émotions. J'auto-régule, mais si, mettons, à un moment donné, j'ai pas eu le temps, puis là, je me retrouve à être en train de pleurer parce que j'ai perdu un de mes 2 bas dans ma sécheuse, je me dis, c'est parce que ça faisait 4 jours que j'avais pas pleuré. T'sais, c'est pas vraiment ma chaussette manquante qui me fait pleurer, là, tu sais. Fait que c'est ça. Vous, y en a-tu d'autres que j'ai manqué, peut-être? Comment avez-vous trouvé ça plate, la fausse twist, que finalement, il n'y a pas eu de rapprochement dans le voyage entre Rebecca et Anthony? Oui, parce que là, ils ont envoyé Rebecca avec son ancien top 1. Puis Anthony, oui, c'est ça. C'est pour ça que Marie-André pleurait, parce que son Anthony est parti avec sa préf. Ben là, c'était plate, mais en même temps, là, un peu pompette au party. Là, ils ont dit que... Il y avait eu du flirt off-cam. Il y avait eu du flirt off-cam. Fait que là... C'était vraiment underwhelming. Oui, mais en même temps... Toi, t'étais déçue que rien ne hier, se passe sous la couette. Moi, j'étais déçue. Là. Moi, je pensais qu'ils envoient en voyage ensemble, let's go, ils fourrent. Mais moi, j'espérais revoir la passe des feux d'artifice dans la chambre d'hôtel. On se rappelle-tu de ça? Les feux d'artifice dans la chambre? C'était tellement bon. Oui, Sabrina puis Nicolas. Nicolas, c'était iconique. Ben oui, mais ils ont montré plein d'extraits de Fred. Oui, ils ont montré l'extrait. Ça, c'est vraiment un plus à l'animation que Fred, qu'il puisse montrer des extraits de la saison de Fred. Ben, des fois, on voyait plus Fred que Joannelle, honnêtement, là, comme dans l'émission. Il montrait plus d'anciens extraits de Fred. Mais tu penses-tu? Ben là, peut-être qu'on va dipper... non, c'est pas tout de suite notre sujet avec Mara. OK, je vais attendre. Non, mais je me demandais, est-ce que tu penses que c'est vraiment parce qu'il est noir ou parce qu'il y a juste pas eu de connexion? Mais dans le fond, c'est comme l'œuf ou la poule, parce qu'il y a pas eu de connexion, probablement, parce que c'est un homme racisé. Dans un système, exact. On pourra jamais avoir la réponse à ça, je pense. On l'aura pas, mais moi, je trouvais que leur élimination avait du sens hier. T'sais, il aurait pas pu justifier d'éliminer quelqu'un d'autre à ce point-là parce qu'il y a des filles qui ont dit ben nous, on aimerait encore ça connaître Samy. À la seconde, nous disent OK, Samy est encore peut-être un potentiel pour les gens. Puis tu sais, même s'il n'y avait pas de ça par rapport à Samy, ben Samy aurait pu partir, puis Samy est l'autre homme racisé. Un homme racisé. Fallait choisir entre les deux. Fait qu'ils ont choisi le light skin, c'est ça? Non, le... Oui. Ah oui, ils ont gardé le oui, ben c'est souvent ça qui arrive. Mais oui, mais bien sûr, bien sûr. So cliché. Ouais, c'est ce qui s'est passé. Mais oui, Emna, j'aimerais ça que tu nous parles. Je vais peut-être arriver à le dire d'ici la fin sans rire, mais du titre, cette semaine, le titre de ta chronique Fuckboy en cuisine, mythe ou réalité. Plongeons à pieds joints dans le Antoine bashing du jour. Oui, mais là, j'ai une petite prélude, une petite entrée en matière parce que je fais tout le temps des longs préambules. Fait que ça se peut même qu'à un moment donné, j'oublie de parler d'Antoine. Fait que ramenez-moi. OK? Alors, moi, je vous fais un aveu. J'ai très brièvement été sur les applications de rencontres dans la vie. C'était en 2019. Ah, je suis sûre que t'es la seule. C'était en 2019, quelques mois avant la pandémie. Pour vrai, j'ai été là-dessus genre un mois, OK? Ça me terrifiait. Puis j'avais commencé à jaser avec le chef d'un cute resto à Montréal, qui était d'origine australienne. Oh mon Dieu, moi, dans ma tête, il y avait beaucoup de green flags dans cette prémisse-là. Un beau gars qui sait faire à manger puis qui va m'appeler mate. Le rêve, me dis-je, n'est-ce pas? Fait qu'on s'organise une date. Puis à noter que moi, à ce moment-là, du haut de mes 29 ans quand même, c'était la toute première fois que j'allais faire ça, aller en date. Moi, je n'étais jamais allée en date de ma vie avant. J'avais jamais eu de relation sérieuse. Je m'étais jamais fait payer des huîtres par un dude qui s'écoute parler pendant des heures. Rien de tout ça. Puis j'étais super stressée, mais mes chums de filles m'avaient dit « Non, rassure-toi, tu vas voir, c'est vraiment pas si angoissant que ça. Une date, tu parles de toi, tu poses des questions sur lui. Puis si ça se passe bien, which it should, parce que vous avez une passion commune pour la nourriture puis parce que tu as eu une connexion avec lui là, par texto, ben si ça se passe bien, tu frenches. C'est simple de même, tu sais. Bon, je vous vois le punch tout de suite, c'était une catastrophe, OK? Je suis plus jamais allée en date depuis, d'ailleurs. Complètement PTSD. Il a fait un long monologue d'une platitude impressionnante sans que je puisse placer un seul mot. Il était tellement imbu de lui-même, je pense que si j'avais fui en douce en sortant par les fenêtres de la toilette du restaurant, il s'en serait jamais rendu compte. Il serait encore en train de parler aujourd'hui.
Et les seules fois où il a daigné m'accorder la parole, c'est quand il m'a posé la question « But tell me, where's that brown chocolate tan from? » Alors, ça aurait dû être mon cue. Fétichisme, exact. Ça aurait dû être mon cue pour me jeter en bas de la fenêtre des 10 toilettes. Je sais, mais bon, je suis restée. Je suis restée parce que... Des fois, devant les froids, on est pétrifié et on fige. ou bien, on est socialisé à vouloir préserver les hommes de la honte, de devoir raconter un jour à ses chums de rugby que sa date s'est éclipsée mid-pick-up line raciste, OK? Et donc, il a poursuivi, comme ça, son one-man show sans fin, en me racontant à quel point, lui, dans son resto, c'était lui le boss, OK? Puis que quand quelque chose faisait pas son affaire, il le disait pas 2 fois à son staff, hein? Ben là, tu te rapproches d'Antoine avec... Je m'approche. Dangereusement. Mais dans son resto, monsieur, ça obéissait au quart de tour. Puis là, il essayait de m'impressionner. C'était très mal me connaître, là, en shamant ses collègues. Fait que j'étais comme, ça marchera pas. C'est lui le gorille au dos argenté. Exactement. Fait que j'avais enfoui ce souvenir traumatisant de date raté de sociopathe tyran au fétiche étrange de chocolat très très loin dans mon cerveau et j'espérais qu'il ne refasse jamais surface jusqu'à ce que notre cher Antoine National, chef du Camé Snack Bar à Montréal, fasse son apparition dans ma télévision. Et là, inutile de dire que je suis 100% triggered, donc par ces petits airs de supériorité à Antoine dans ses tendances bossy, sa manière de couper ses échalotes, moi, tout me gosse, OK, d'Antoine? Tout me gosse. Je le répète depuis l'épisode 1 cette saison, je pense, je ne vois absolument pas ce que les filles lui trouvent, ce que les mères lui trouvent, ni ce que les gars lui trouvent. Pour moi, c'est un red flag sur 2 pattes qui crie « Je ne suis jamais allée en thérapie et j'irai jamais, c'est pour les faibles. » Moi, c'est ça que je vois. Wow! Le signal! La pancarte au-dessus de sa tête, j'adore l'énoncé, oui. Penses-tu encore que les mères voteraient pour lui comme meilleur gendre maintenant? Ben là, j'ose espérer que le French Plain Truly a été son... Il n'y a aucune mère qui veut ça, qui veut voir ça à télé. Mais ils avaient tous voté pour la même personne, hein? Oui, mais c'était comme quasiment unanime, là. J'étais comme surprise que ce soit lui, mais je sais pas, on sait pas qu'est-ce qu'ils ont vu. On sait pas qu'est-ce qu'ils ont vu. Surtout un gars en restauration, habituellement, le cliché veut que... Oui, la prémisse veut, puis c'est là-dedans que je m'en vais, justement. Ben c'est ça, parce que là, notre l'invité de notre premier épisode, Bob le chef, justement, l'avait dit, en tant que gars qui a travaillé dans la restauration, d'éviter à tout prix les gars qui ont travaillé en restauration. Ouais. Fait que je me suis demandé ça venait d'où, cette espèce de préjugé-là, et s'il était... de la vie. Et s'il était fondé ou non. Alors, ce sujet-là a d'ailleurs popé dans l'actualité souvent, récemment, grâce à la série The Bear, dont on parlait hors d'onde. Moi, je ne l'ai pas écouté. Je ne sais pas si vous l'avez écouté. Not yet. Mais ça parle apparemment, justement, là, de culture toxique en restauration. Fait que vous allez écouter ça. Ils doivent avoir du matériel pour genre 25 ans. Mais c'est ça. C'est vraiment super bon. Fait que là, il y a Cozy Meal, OK, qui est un site web, qui est un genre de Airbnb expérience, mais spécialisé dans les cours de cuisine, services de chef à domicile, tours guidés, thématiques de bouffe, entre autres. Cozy Meal a réalisé donc un sondage auprès de 140 chefs aux États-Unis par rapport à cette culture dite problématique. Et il y en a près de la moitié, OK? Fait 44%. Attends, ça arrive avec des statistiques et tout, là, oui, nous autres, on fouille le back-end du web pour appuyer nos propos. Donc, il y en a 44% des chefs qui ont dit que travailler en restauration avait eu un impact négatif sur leur santé mentale. J'ai envie de dire oui. Plus précisément, 30% des participantes ont dit qu'ils avaient eu à dealer avec la dépression. 49% disaient qu'ils souffraient de problèmes de sommeil et 70% ont révélé que travailler dans des restos leur avait causé de l'anxiété. Personne n'a parlé de troubles de consommation, je comprends pas. Ah, écoute, j'aurais pu faire toute une autre. Non, ils n'en ont pas parlé. Mais franchement, c'est tellement louche. S'ils posent pas la question, ils peuvent pas répondre. Puis là, bon, maintenant, comment est-ce que ces statistiques-là se traduisent plus largement dans un contexte sociétal? Eh bien, de manière assez évidente, une santé mentale amochée et des horaires de travail de marde, ça peut, sans surprise, affecter les relations qu'entretiennent les chefs avec leur famille, leurs amis. 45% des répondantes ont dit avoir perdu des amis à cause des demandes exigeantes et stressantes de leur milieu de travail. Et 43% ont dit même avoir perdu des amoureuses à cause de ça. Donc, encore une fois, pas très surprenant. Et parce que... Oui, excuse-moi, vas-y. Mon père, il a eu 5 restos, puis j'ai été en restauration pendant 10 ans. Fait que je peux vraiment parler comme... C'est quoi être un enfant de quelqu'un qui est en restauration?
Puis j'ai trouvé mon père quand il a arrêté d'avoir ce travail-là. Mais c'est ça, parce que c'est tellement d'ailleurs prenant. parce qu'il trouvait qu'il était pas... il était jamais off, là, je vais pas trop parler de lui, là, mais tu sais, comme, sa seule façon d'être en vacances, c'est s'il prenait l'avion pour être à l'extérieur. Ouais. Parce que même si tu t'en vas, mettons, à 2-3 heures de Montréal... Mais non, tu y penses si jamais la temps. plonge à pète, puis que nanana, puis qu'il y a une inondation, puis faut que tu y cours, faut que tu cours. T'as-tu travaillé avec lui, non? Ben oui, j'étais un peu fière. Fait que j'ai fait ma formation, puis après ça, je suis partie dans d'autres restos. Ah, d'accord. J'allais dire, ça aurait été une manière de passer du temps avec, parce que Colin, c'est tellement top. Oui, mais tu vois, moi, j'aimais pas, comment je peux dire ça? C'est tellement d'adrénaline. Que vivre ça avec un parent, mettons. Oui, puis moi, j'étais un peu perfectionniste, là, fait qu'on dirait que je me serais juste trop craquée. Moi, je faisais même pas des maths avec mon père, ça m'astinait, j'aurais jamais pu travailler avec lui dans une cuisine. Ah ouais, hein? Sûr. Non, je pourrais pas. Non, c'est quand même next level. J'adore mon père, mais je pourrais jamais faire ça. Mais en même temps, c'est très beau le travail d'équipe. Moi, c'est, sur les plateaux de tournage, il y a beaucoup d'affaires que j'ai appris de travailler dans les restos. Ouais. Fait que le travail d'équipe, moi, c'est comme la partie que je trouve la plus fabuleuse, là. Quand t'es sur l'adrénaline, que t'as fini un gros rush, pardon, j'ai sacré, puis que à la fin, t'es comme, puis tu t'assois, là, puis là... C'est comme high five tout le monde, oui, t'es satisfait, là, tu nettoies ton truc. Mais ça, il y a des bons côtés, puis il y a évidemment des avantages. Sur le long run, c'est tough sur le corps, sur la santé mentale, ouais. Puis là, ça disait aussi sur Cozy Meal, parce qu'il y a tellement de relations qui sont affectées par le stress de l'industrie de la restauration, c'est pas surprenant que plusieurs chefs souffrent de solitude. Près de 2/3 des chefs sondés, donc 65%, ont dit que la toxicité du milieu les faisait sentir isolés du reste du monde. C'est peut-être pour ça qu'Antoine est parti à OD, parce que c'était sa seule façon de rencontrer du monde sans avoir à penser à sa job pis sa plonge qui pète. 24/7, tu sais. C'est beaucoup trop généreux quand même. Ben c'est ça, là, je veux pas excuser. Je voulais pas ni lancer Antoine devant l'autobus, ni l'excuser. J'essayais de trouver des explications, OK? Il y a un chef qui s'appelle le chef Logan qui disait qu'il était marié à son travail, carrément, qui ratait pas mal tous les événements sociaux comme les anniversaires, les mariages, les réunions de famille, parce que ces choses-là sont généralement la fin de semaine. Puis ben la fin de semaine, c'est le pic de la job pour les gens en restauration. Il a dit, j'avais pas le temps de prendre soin de moi, ce qui est assez grave et problématique, et ce qui est évidemment voué à l'échec. Quelle humilité d'avoir dit ça. Oui, quand même. C'est un ancien chef, par contre, ce monsieur. Peut-être. Maintenant, pour avoir le poids de recul, pour avouer ça, j'ai l'impression que t'as pas les deux pieds dans la boîte. Il est peut-être en congé maladif aussi, on sait pas. L'histoire le dit pas. Avoir un petit poids de recul, là. Puis là, j'ai voulu creuser plus, comme, parce qu'il y a une autre affaire qui me gosse d'Antoine, c'est ses tendances gourou-esque, un petit peu. Wow, là. please tell me more. Fait que là, j'étais comme, OK, je veux, ça a sûrement un lien avec c'est sûrement une déformation aussi professionnelle, je sais pas. Mais il y a des théories qui disent que la toxicité du milieu de la restauration provient de l'espèce de hiérarchie là, qui a été créée en cuisine. Il y en a une en particulier qui s'appelle la brigade de cuisine, tu sais, chef, sous-chef, commis, machin. Ah ouais, c'est vraiment une armée. Cuisine, ça fait les chefs. Oui, c'est ça, l'émission Les Chefs. On salue Élise. Puis ça, la brigade, moi, je savais pas, la brigade de cuisine, c'est un concept créé par le français Auguste Escoffier, qui s'est inspiré de son passage dans l'armée française pour théoriser ce système hiérarchique en cuisine sur le modèle de la brigade militaire. Fait que dans le fond, dans la brigade de cuisine, le chef exécutif dirige la cuisine avec une main de fer et pas de gants de velours, vraiment juste la main de fer. Il a son mot à dire sur tout, il prend toutes les décisions, il donne des ordres à tous ceux et celles qui sont en dessous de lui. Puis là, je dis lui. Le masculin est utilisé ici, non pas pour alléger le texte, mais parce que le milieu de la restauration est, aux surprises, un très gros boys club aussi. Un autre? On dirait qu'ils sont partout. Puis je pense que c'est moins rigide ici, peut-être au Québec, là, cette affaire-là de chef, sous-chef, commis. Le concept de brigade de cuisine, je pense que c'est plus peut-être en France ou peut-être même dans les restos français. Là. Je sais pas si ça s'applique aux restos de poké comme celui d'Antoine, là, par exemple. Mais bon, monter les échelons dans une hiérarchie de cuisine, ça serait extrêmement difficile et demanderait un niveau de perfection carrément inhumaine. Puis une erreur peut te mener à des heures d'engueulade, d'abus de la part de tes supérieurs, à une glissade dans la hiérarchie aussi. Puis semblerait que même le shaming soit une pratique très commune et même attendue dans le monde de la restauration à ce niveau-là. Puis moi, c'est quand même des pistes qui m'amènent à comprendre un peu plus, peut-être, le personnage d'Antoine, puis qui expliquerait peut-être... Dans le fond, c'est son excellence. Dans un système d'oppression d'origine française... qui... Shit, c'est pas ça que je voulais dire, j'ai tout raté. Mais oui, mais tu sais, il y a eu, selon moi, pendant la délibération, on en parlait un peu dans les moments de la semaine, il y a eu une attitude de merde avec les garçons après la délibération, fait que je me dis...
si dans un milieu de travail où c'est très stressant, très angoissant, très toxique, où est-ce qu'il faut un peu que tu sois des alpha male tout le temps, ça explique peut-être que ça se transpose dans toute autre situation de sa vie, tu sais. Mais il est tellement pas aimable dans ces moments-là. Moi, j'ai de la misère à croire que ces gars-là, ils le voient comme... Même un ami potentiel. Ben oui, genre. Même un ami potentiel, je comprends. Moi, je voudrais pas être son ami. Je voudrais vraiment pas être sa blonde. Je voudrais vraiment pas même être son ami. Imagine être son coloc. Ah, ça doit être épouvantable. Moi, j'avoue que je pourrais... je parle pas de ce contexte-là en particulier, mais tu sais, mettons, si on me dit que le jeu, c'est de durer plusieurs semaines avec des personnes, ben je pourrais, même si des fois, il y a des comportements qui me gossent un peu, acheter la paix pour, mettons... OK, je vais parler vraiment transparent. J'étais au pensionnat et j'étais en famille d'accueil, plusieurs familles d'accueil. Puis dans les deux systèmes, que ce soit au niveau... parce que, mettons, pensionnat, t'es un peu plus favorisé, privilégié. On va se dire, t'as une accumulation de privilèges. Puis famille d'accueil, ben, c'est pas toujours pas le cas, mais souvent, c'est pas le cas. Ouais. Fait que, mais dans les deux cas, moi, les systèmes que j'ai expérimentés, c'était que comme on se côtoie puis qu'on se brosse les dents côte à côte puis que t'es la première personne que je vois le matin, ça se peut que, pour vrai... il y a des affaires que je te remette pas d'en face, puis que je sois vraiment smooth, juste parce qu'on vit ensemble. Tu veux pas avoir à dealer avec... Please! Ouais. Avec quelqu'un d'électrique, que genre, quand tu te lèves le matin, tu regardes... je sais pas, on dirait que le fait qu'ils vivent ensemble, ça doit changer des choses. Mais après ça, est-ce que, tu sais, à la première occasion que tu voudrais le backstab pour le faire partir? Ben, je pense que c'est ça. Dès la délibération arrivée, ils sortent les couteaux. Ça dépend c'est qui, ça dépend c'est qui. C'est ça, tu sais, moi, je sais pas, mais moi, je pense que je suis pas assez consensuelle dans la vie. J'arriverais pas à être smooth comme vous décrivez, mais je trouve que c'est vraiment un bon point. C'est une perspective aussi, que j'avais pas envisagée. Puis il y a aussi que tu vois la personne vulnérable, fait que la personne un peu dépressive qui regarde dans le vide de la piscine qui est pas montrée à l'écran, là, ben tu le vois là-dedans. Fait que, en tout cas, bref, moi j'habitais avec des bullies, puis ou des gens que je trouvais un peu des fois, problématiques, puis je dois avouer que j'avais une petite tendance à faire comme... Hey, on va juste perturber cette personne-là le moins possible, puis notre bonheur collectif va juste être plus nice. Comme une stratégie de survie. Là. Ouais, c'est ça. Puis c'est pas nécessairement de se dire que t'es pas franc ou que tu ménages trop la personne ou que tu vas pas mettre certaines limites. C'est pas ça. On parle pas à ce niveau-là. C'est juste de faire cette personne-là une gestion de ses émotions qui est peut-être plus limitée, puis on va juste s'acheter à paix, man. Vraiment. Ben, écoute, je leur souhaite là, aux gars d'avoir eu toute cette, je sais pas si c'est cette réflexion-là, mais ça se pourrait, là, parce qu'on voit jamais de grands moments de bonding là, entre Antoine puis les autres garçons. Ils habitent ensemble. Habiter ensemble, quelque chose. Ouais, c'est quelque chose. Puis là, bon, je vous apprends rien non plus si je vous dis que le milieu de la restauration est propice aux abus basés sur le genre, hein, et donc où les femmes et les personnes de la diversité de genre ont généralement la vie un peu plus dure que leurs collègues masculins. Bon, puis là, disclaimer, hein, je ne connais pas Antoine personnellement, je ne connais pas la composition de son staff non plus dans son resto. Rien de tout ça n'est basé sur des faits vérifiés. On ne parle que du personnage. On ne parle que du personnage. Mais tu sais, si t'es un homme qui travaille en restauration, t'as quand même plus de chances de faire partie du groupe qui oppresse et qui nourrit cet environnement toxique que l'inverse. T'es donc peut-être, comme beaucoup d'autres hommes dans ce milieu-là, pas juste Antoine, une personne qui perpétue des stéréotypes ou en tout cas qui lutte pas activement pour les contrer, qui considère pas, peut-être, tes collègues femmes ou de la diversité de genre comme tes égaux. Hypothèse. Donc, après toute cette mise en contexte, voici ce que j'aimerais dire à ma main girl, Marilyn, qui a eu un peu de peine quand Antoine lui a préféré Alexandra, hein, mais qui, avec du recul, et je l'espère, se rendra compte qu'elle a dodge the bullet en tabarnouche. Puis ça s'adresse aussi à Alexandra Tancaillette, qui, je l'espère, basculera du côté lumineux de la force bientôt. Alors voici le top 5 des raisons pour lesquelles vous ne devriez jamais dater un chef. Wow! Selon une blogueuse bouffe et voyage qui s'appelle The Palette Princess. La princesse du palais. Ben là, franchement, Palette Princess, parfait. Ça, on dirait le nom d'une super-héroïne. Alors, The Palette Princess. Alors, numéro 5. Une source très fiable. Une source très fiable. Oui, des fois, on bascule dans la psychopop. Numéro 5. Tu vas être condamné à aller sur des dates la semaine. Bon. Moi, perso, en tant que travailleuse autonome, ça me va pas peur. OK, les jours de la semaine ne veulent absolument rien dire pour moi. Mais si t'es brûlé pendant la semaine parce que t'as une job du lundi au vendredi, là, ben ça. T'as juste de l'énergie puis de l'espace mental pour sortir la fin de semaine. Ben, date pas un ou une chef. Mais non, mais c'est ça, je vois
voyais l'agonie, l'angoisse. Peut-être un mardi midi. Moi, j'ai une vraie job aussi dans la vie, là, fait que de 9 à 5. Qu'est-ce que tu veux dire, une vraie job? Ben, comparé au ficelle, comme c'est pas comparé à nous. Pas comparé à vous du tout. Dans le sens que c'est pas ma gig numéro 1, les ficelles. Mettons, là, je travaille aussi de 9 à 5, de 8 à 4, j'essaye. Mais 9 à 5 souvent. 8 à 4, t'es bonne. Mais j'arrive pas souvent à faire du 8 à... Les lundis, parce que... Mais tu vas tellement être contente. Non. Quand tu fais les 8 à 4? Quand tu finis ta journée tôt, non. Ouais, mais j'aime mieux me lever 1 heure plus tard. Ouais, non, je comprends. Ouais, fait que toi, moi, je pourrais jamais sortir au shaker un mardi. Non, je pourrais pas. Vraiment pas. On a la misère à se convaincre de cuisiner, mon chum puis moi, la semaine. Ben, c'est ça. Alors, ne pas dater un ou une chef dans ce cas-là. Oh mon Dieu, non. Numéro 4. Selon son expérience de Palette Princess, what you see is not what you get. Oh! Elle dit que ça a l'air que les chefs ont tout sauf le goût de cuisiner en dehors de leurs heures vraiment intenses de travail, ce qui quand même est compréhensible. Ouais. Donc, si tu t'attends à ce que ta date te prépare des super repas gastronomiques, ben, semblerait-il que tu sois plus enligné vers des grilled cheese puis une soupe aux tomates en canne. Super bonne sandwich. Super bonne sandwich. Roi de la sandwich. L'exception peut-être. Mais il travaille pas en restauration. C'est vrai qu'il travaille plus en restauration. Il peut être un excellent chef, mais pas travailler en restauration et donc avoir du temps et du désir. Mais Ficello-Ficelloune qui ont déjà daté des chefs, vous pourrez confirmer ou infirmer. Là. Je vous rappelle que j'en ai aucune idée. Je suis encore traumatisée par ma date avec un seul chef. OK? Alors, numéro 3. À moins que tu sois mangeable, tu seras jamais sa priorité. OK? Travailler en restauration, selon The Palette Princess, étant super intense, il y a de bonnes chances que ta date pense plus à son menu spécial du lendemain, à sa plonge qui pète ou à sa prochaine livraison de morilles qu'à toi. OK? The Palette Princess, en numéro 2, dit que ta date est pas médecin, mais c'est tout comme. Parce que si tu te fies à son horaire, c'est tout comme. Elle raconte qu'une personne qu'elle datait a déjà reçu un appel mid-coït et que sa date a répondu parce qu'elle était stressée. Finalement, c'était juste ses employés qui voulaient savoir comment changer une ampoule dans le resto. But still, je pense que ça l'a affecté, The Palette Princess. Mais je suis quand même très admirative que le gars était capable d'avoir une érection avec ce niveau de stress-là. Oui, c'est quand c'est rendu que tu finis même pas tellement que t'es stressé, puis t'es quand même capable d'avoir une érection. C'est vrai, chapeau. Il a fait tu son nous mieux, écoutes, monsieur médecin, chapeau. Et numéro 1, finalement, un point délicat mais nécessaire à mentionner selon The Palette Princess, le sexe. Semblerait que les longues heures agonisantes de travail, le stress perpétuel et les difficultés physiques de travailler dans une cuisine ne mènent pas vraiment à une super vie full sexue. Alors oui, props à celui d'avant. Selon The Palette Princess, date un ou une chef et tu passeras beaucoup de nuits à socialiser avec tes chums à batterie. Ce qui me permet de vous rappeler que cette année, les ficelles sont propulsées par Eros et compagnie. Et qu'on a un beau code promo ficelle 15. Donc, si vous datez un ou une chef, vous penserez à ça, voilà. Au début, je lis chum à batterie. Je suis comme de quoi? Je vais plugger Eros et compagnie. Voilà, bon. Ça va coûter 1 000 $. Mon Dieu, t'es tout émoustillé, t'es tellement chaud. C'est-tu le chum à batterie qui t'a... Oui, les chums à batterie. Alors voilà! Le studio, en général, il fait chaud, puis je suis tout le temps rouge-vin quand je les ficelle. C'est normal, c'est correct, c'est l'automne, mais il fait chaud, on est tous dérégulés. Hey, merci, c'était incroyable. Ben, ça m'a fait plaisir de vous partager mes trouvailles psychopop. C'est tellement divertissant, j'adore! Ben, on te lancerait sur... sur... quelque chose de beaucoup plus sérieux. Oui! La présence des personnes BIPOC dans les télé-réalités. Oui, c'est ça! On retourne pas clair après avoir parlé des amis à vibrateur. À vibrateur, oui, les amis à batterie. Les amis à batterie, ouais, c'est ça. Ben, en fait, écoute, parce que c'est ça, quand vous m'avez demandé qu'est-ce que tu aurais à dire sur les télé-réalités, puis j'étais comme, j'aurais de la difficulté. Il y a plein de choses à dire, absolument formidables, puis je veux dire, on adore ça. Mais il y a aussi, j'étais comme, tu sais, si j'avais une affaire à dire, je pourrais pas dire ça, qui est que, inévitablement, des fois, je prends des breaks de regarder des téléréalités parce que je trouve ça, des fois, un peu violent de constater comme les effets d'un certain système racial, du colorisme, en fait, sur notre société, ce qui fait que quand c'est souvent les femmes plus dark skin qui vont partir en premier, les hommes dark skin aussi, plein de choses c'est pas la première fois que c'est mentionné, mais mettons, moi, c'est pour ça que cette année, j'ai décroché. T'sais, j'avais commencé, j'avais bien du fun, puis là, ça fait... ça fait tellement mal, parce que si c'est juste une fois, t'es comme... Bon, tu sais... Il y a sûrement des facteurs, blablabla. Ouais. Tu as toujours la petite pensée en arrière, t'es comme...
c'est comme, quand c'est ça, tu le files un peu, là, mais t'es comme, je vais pas prendre pour acquis, c'est correct. Mais c'est que quand tu regardes, surtout avec la pandémie, j'ai eu l'occasion de défoncer beaucoup de télé-réalités. Puis quand tu regardes que c'est un truc à travers le monde, et que, c'est qu'à un moment donné, t'es comme, mais c'est quoi le fun que t'as de regarder ça? Puis moi, tu vois, maintenant, je fais des trigger warnings à des amis où ils m'en font. Puis mettons, Love is Blind, ça a l'air que c'est comme une qui serait intéressante à regarder parce qu'il y a peut-être moins rapidement ces éléments-là qui rentrent en ligne de compte. Parce qu'ils se voient pas. Exactement. Mais ils se voient pas, mais après ça déboule vite, tu sais, parce que après ça, c'est quasiment 90 Days fiancés, tu sais, ils se voient pas, mais après ça, il faut qu'ils décident s'ils se marient, tu sais, fait que... Mais dans le contexte de l'émission, ils développent des affaires sans savoir... ils se le disent-tu? J'ai pas écouté vraiment. J'ai écouté une saison. Moi, j'ai écouté une saison aussi. En fait, c'est qu'ils apprennent à se connaître. Ils apprennent à se connaître en dehors de leur physique. Ouais. Puis, tu sais, je trouve que ça adoucit un peu ça adoucit la violence de voir encore à l'écran ce genre de préjugés-là. Puis en même temps, t'es comme... Moi, le dilemme que je me pose, puis je sais que ça peut paraître absurde là, que je parle de ça avec mon skin tone, là. Mais je veux dire, je viens des milieux afro, puis c'est quand même quelque chose qui je me sens super concernée, même si, bon, j'ai plein de privilèges, là. Puis c'est surtout que je me dis comme, aïe, je trouve ça tellement tough qu'on impose ça aux femmes dark skin, tu sais, particulièrement les femmes, évidemment les hommes aussi, mais particulièrement les femmes dark skin sont vraiment... c'est souvent elles, en plus, qui vont backer les hommes dark skin, mais ça sera pas nécessairement vrai dans l'inverse. Il y a souvent des hommes dark skin... Joannelle, en fait, là, qui n'avaient pas backé Raki. De pas avoir backé Raki. Ouais, puis je me souviens de... C'était quoi son nom? Kiari? Kiari, il s'était fait même critiquer parce que lui, il sortait avec la fille la plus blanche et blonde de l'aventure, alors qu'il y avait des femmes BIPOC. Le goût de l'Afrique. Elle avait dit une affaire super cringe, là, mais... Puis en même temps, on pense pas qu'on puisse tant lancer la pierre non plus à ces hommes-là d'être socialisés dans le système dans lequel on est en ce moment, parce que, tu sais, mettons... ça a tellement fait du bien, là. Je viens de 5 mois en Afrique. J'étais en Afrique de l'Est puis de l'Ouest. Puis moi, j'ai grandi là-bas quand j'étais kid, puis ça a tellement fait du bien de sortir du colorisme, parce que je trouve que le colorisme est très présent beaucoup dans les anciennes colonies, mais en Amérique du Nord, dans les Caraïbes, en Europe, tout ça. Puis peut-être pour les gens qui nous écoutent, qui savent pas le colorisme. Comment expliquer le colorisme? C'est tellement une bonne... moi, je suis pas la meilleure pour expliquer ces choses-là, mais je dirais que essentiellement, avant, les personnes blanches ne s'identifiaient pas comme des personnes blanches. Ils s'identifiaient comme Suédois, Italiens, whatever. Puis, avec l'industrialisation, si tu veux, de l'esclavage, quand ils ont décidé d'aller chercher des personnes sur le continent africain, parce qu'ils sont arrivés en Amérique, puis ils voulaient défricher l'Amérique, puis ils avaient besoin de main-d'œuvre, puis les personnes autochtones ici n'étaient pas super résistants selon leurs standards, et aussi ils fuyaient, puis ils connaissaient très bien le territoire, fait que c'est difficile. Fait qu'ils avaient besoin d'isoler des personnes. Donc, ils sont allés les chercher en Afrique, ils les isolaient, on connaît l'esclavage, et la façon de justifier quand même que tu prennes un autre être humain c'est de te dire que toi, t'es supérieur, mettons. Et donc, c'est à partir de ce moment-là que les Blancs ont commencé à se percevoir comme des personnes blanches par opposition aux autres, en fait. Et à mettre ça, évidemment, le plus près de l'image de Dieu, de Jésus. Puis bon, tout à coup, Jésus est devenu blanc. Oui, mais bon, peu importe, là. Géographiquement, ça a plein de sens, de toute manière, que Jésus soit blanc. C'est génial. C'est tellement créatif. Fait que finalement, le colorisme, en fait, c'est juste que dans la structure raciale le racisme dans lequel on était, l'exploitation, plus t'étais foncé, moi, t'avais de chance dans la société. Puis même que quand t'étais passing comme moi ou appearing comme moi, tu pouvais... Il y avait la loi aux States, notamment, du one drop of blood. C'est-à-dire que si t'avais une goutte de sang afro sur X génération, t'étais obligé de le dire au niveau civil. Pour qu'ils puissent bien te discriminer. Exactement, parce que sinon, en fait, ce qu'ils avaient peur, et je peux comprendre, quand t'es dans la logique un peu de ça, c'est que sinon, ce que tu pouvais faire, c'est, mettons, moi, j'ai fait après le déluge. Tu comprends? Ouais. Donc, qui est comme la première série de fiction au Québec où est-ce que, genre, plus de 80% du casting est pas caucasien. Fait que c'est ça que ça fait des personnes comme moi. Ce que ça peut faire, du moins. Ce qui fait peur. Et à l'époque, c'était horrifiant. Dans le sens que tu fais « Oh my God, nous, on est en train de leur couper des privilèges. Mais si nous, on se rend pas compte, cette personne-là va avoir accès à des privilèges et va ensuite les partager à ses communautés. Puis on va se faire fucked. Fait que fucked
Mais tu comprends ce que je veux dire? Parce que quand tu veux affamer, dans le fond, une certaine couche de la population. Fait qu'il y avait cette loi-là où c'était criminel et c'était même passible, je veux pas m'aventurer, mais emprisonnement ou peine de mort, de pas le mentionner. T'as pas le droit de pas le mentionner. Fait que ceux qui vivaient en faisant semblant d'être blancs, ils vivaient dans l'espèce d'angoisse et tout ça, machin. Et bref, les conséquences du colorisme, c'est peut-être une trop longue explication, non, mais... c'est parfait. Ouais, les conséquences du colorisme, c'est que, étant donné que les personnes au pouvoir, c'est les personnes les plus pâles, nécessairement, il y avait aussi une hiérarchisation des esclaves. Donc, plus t'es pâle, plus tu vas être attaché à des tâches esthétiques et domestiques. Donc, éventuellement, évidemment, se faire violer, mais aussi, mettons, être les domestiques les esclaves, les personnes esclavagées à l'intérieur. Donc, tu vas être bien habillé et au chaud et pas dans un gros champ. T'as certains privilèges. T'as des privilèges. Et éventuellement, comme tu côtoies de près certaines personnes avec un certain niveau d'éducation, tu peux peut-être apprendre à lire et à écrire en cachette, tu peux peut-être apprendre à jouer de la musique, tu peux peut-être développer des compétences en étant exposé et éventuellement, ça t'élève. Donc, il y a aussi cette espèce d'a priori comme quoi les personnes light skin sont plus, entre guillemets, capables que les autres juste parce qu'ils ont été plus exposés. Et comment ça se traduit en général, c'est que, mettons, moi, je suis pas vraiment, je dirais pas en général, mais mettons, tu regardes la télé au Québec en ce moment, mais une des raisons pour lesquelles j'ai fait Après le déluge, c'est parce que je me rendais compte, moi, comme actrice, quand je suis arrivée en 2010, là, comme comédienne, puis j'étais comme « Ah! Mon Dieu! » Mais ça me sautait d'en face, puis c'est que les personnes dites de la diversité qu'on va voir à l'écran, c'est des personnes qui vont être très light skin et qui vont parler joual, puis qui vont souvent avoir une texture de cheveux relativement, entre guillemets, bouclée, pas trop serrée. Oui, on va leur mettre une perruque. Fait que... Puis on va les appeler Stéphanie. Ouais, exact. Donc, c'est vraiment de minimiser l'inconfort des personnes majoritaires dominantes face à une inclusion de l'autre. L'autre, en fait, a tout le poids du code switching sur lui, tu sais. Fait que, bref, gros laïus. Pour dire que... Puis ça, là, c'est comme... On parle du colorisme, c'est... Ah, puis d'ailleurs, pour en savoir un peu plus sur le colorisme de façon un peu plus... d'autres façons, il y a un super bon documentaire de Varda Étienne qu'elle a fait sur le colorisme. Puis aussi dans la saison 1 de la série Pas te mentir, Charlotte Ma Sœur Shelby, il y a un épisode sur le colorisme. Puis ils sont vraiment bien vulgarisés. Puis pour le code switching, je suis arrivée avec mes grosses rêves, pour le code switching, il y a Briser le code de Fabrice Ville sur Télé-Québec. Tout ce que je viens de dire, c'est gratuit sur les internets, s'il vous plaît. Genre, garochez-vous, genre, c'est tellement cool. Mais bref, quand toi, tu portes une histoire puisque c'est transgénérationnel puis que tu vois certaines choses, puis qu'après ça, tu veux juste décrocher de ta grosse semaine stressante, puis que tu t'assis devant la télé, puis que tu vois que c'est encore la dark skin qui part la première, qui est pas choisie, puis qui disent « Oui, mais c'est parce qu'on connecte pas avec elle. Oui, mais c'est parce que... Ah, mais je la vois plus comme une amie. » C'est tout le temps les mêmes... Puis pour vrai, à un moment donné, je suis comme « Je peux imaginer que c'est la socialisation, c'est l'image de la femme, de l'intérêt romantique qu'on te présente qui fait que tu vas pas vibrer avec cette personne-là puis tu vas croire que c'est juste sa personnalité. Puis je suis comme, je peux comprendre peut-être parce qu'on est tous dans ce système-là, mais en même temps, ça fait de la peine de encore voir des personnes BIPOC qui veulent genre être représentées et exister dans la sphère publique. Parce qu'on a toujours espoir. Et avoir des modèles, mais qui en même temps s'en prennent souvent plein la gueule, surtout les femmes, vont souvent s'en prendre plein la gueule, puis c'est souffrant. Fait que, mais en même temps, on est comme, oui, mais s'il n'y en a pas, ça va s'améliorer, mais en même temps, c'est pas à nous de s'améliorer non plus, dans le sens que combien de personnes faut envoyer qui se font flusher et humilier, mettons, avec des classiques, genre ah oui, mais je la vois plus comme une amie, ou ah mon Dieu, t'es comme... Puis en même temps, dans un autre contexte... En fait, c'est qu'il faut pas décontextualiser la situation des personnes BIPOC à l'écran. Puis quand on le décontextualise, on est comme « Ah non, c'est pas super, il vibe pas, c'est correct, mais il y a toujours on peut pas le décontextualiser, c'est ça qui est poche, tu sais. Fait que des fois, je trouve que j'ai pas la réponse à ça. Puis il y a même des groupes Facebook, moi je fais partie de groupes de sisterhood sur Facebook, puis tu sais, c'est tout le temps ça, les gens, là, on souhaite-tu encore qu'il y ait des personnes qui y aillent? Ou on est juste comme hey, « Gars, fuck off, quand vous serez prêts. » Quand vous serez prêts, on va y aller. Ouais, c'est ça. Mais c'est comme on le dit pour... même chose, il y a tout le temps des liens entre communauté queer, communauté racisée, les discriminations se connectent tout le temps, mais dans le sens, pour qu'un OD queer ou un OD plus inclusif
versus la diversité culturelle puisse exister, il faut qu'il y ait des efforts, il faut qu'il y ait une sélection de candidats-candidates qui soient aussi ouverts, mais après, comment tu demandes ça dans un questionnaire? Tu dis, es-tu une femme noire? Tu sais, comme tu peux... Puis aussi, il y a l'aspect aussi que je pense qu'il y a beaucoup plus de femmes qui se présentent que d'hommes. Et je pense que je serais curieuse de savoir ce serait quoi le pourcentage d'hommes et de femmes qui se présentent et savoir s'il n'y a pas plus de possibilités dans le choix des femmes, de femmes intéressantes, que de gars intéressants. Ah ouais. Mais ce serait une question à demander à la prod ou, tu sais, moi, c'est quelque chose que je me demanderais parce que si tu as, mettons, je dis n'importe quoi, tu as comme 211 gars qui s'inscrivent, je dis n'importe quoi. 211 gars, puis 3000 filles, puis qu'après ça, il faut que tu en choisisses X nombre là-dedans, ben ton échantillonnage n'est pas le même. Puis toi, après ça, tu veux faire ton show, puis il faut que tu arrimes cette affaire-là. Je sais pas, ce serait intéressant à savoir parce que la prod n'a pas toute la responsabilité non plus parce qu'elle pige dans son bassin de population. Fait qu'à un moment donné, on est de même, qu'est-ce que je te dis? Ouais, c'est ça. Tu sais? Moi, la seule chose que je vois qui s'est améliorée avec des grosses guillemets dans les dernières années, c'est que j'ai l'impression que les personnes BIPOC qui vont à OD se sentent pas obligées de porter un message. Il y a eu longtemps, il y a eu longtemps un truc que genre il y avait eu une non mais attends, laisse-moi expliquer. Non, vas-y donc. La dernière fois qu'il y avait eu une femme autochtone à OD, si on s'en souvient, elle était là, puis là c'était comme il faisait faire des stunts genre on va parler de la journée de la réconciliation, explique-nous comment tu sauges une maison, c'était comme épouvantable. Là cette année au moins, ils ont pas fait faire de choses exotisantes à personne. Tu sais comme ils les amènent là puis c'est plus comme encore une fois the bar is on the floor. Oui, ben, c'est la même chose avec les personnes grosses. Mais... Moi, je suis une femme blanche, mais je suis une personne grosse. Puis, il y a juste eu Julie, qui était une personne grosse à OD, qui est venue une année. Julie! Mais Julie aussi, là, fallait comme qu'elle soit la porte-parole de toutes les personnes grosses. Elle peut-tu juste exister en étant une personne grosse à OD? Être hot, danser, twerker, puis genre sa life. Sans porter un grand message de comme, tu sais. Mais là, je trouve que cette année, en tout cas, dans les dernières années, ils font un peu plus attention, je pense, à pas mettre les personnes comme... de la diversité dans des situations où, justement, ils sont obligés de faire un rituel de sauge pour montrer qu'ils sont donc bien diversifiés, tu sais, comme... Mais tu sais, c'est pas une... C'est vraiment une amélioration si c'est juste le fucking minimum. Effectivement, mais on partait tellement loin avec OD, comme on dirait qu'il paradait, là, comme un cirque à l'époque, là. Ouais, comme... vraiment. Oui. Mais tu sais, moi, j'ai envie de poser une question, là, Mara, comme ça, là. Je sais pas, parce que moi, c'est des réflexions qui m'habitent souvent, puis qui m'ont complexée souvent, mais... Pourquoi, c'est pas à nous de répondre à cette question-là, mais mettons qu'on brainstorm. Pourquoi l'homme moyen qui va à OD, ou l'homme moyen, point, n'est pas intéressé par une femme racisée? Tu sais, on parle de la socialisation. Qu'est-ce qui se passe dans leur cerveau? Moi, je me dis, est-ce qu'ils me regardent puis ils ont des préjugés de genre... Ah, je sais pas, moi, cette fille-là est trop proche de sa famille. Et cette fille-là, elle va vouloir absolument se marier parce qu'elle a sûrement des valeurs plus traditionnelles. Je sais pas, là, tu sais. Mais moi, ça m'habite beaucoup, ces réflexions-là. Puis je suis comme... Chris, je dis Chris puis tabarnak, puis comme je suis comme tout le monde, dans le sens, à part mes cheveux frisés puis mon petit teint, tu sais, oui, j'arrive avec un bagage culturel différent. Tu parles très joie, puis... Tu sais, puis c'est ça, puis après ça, il y a d'autres... Tu sais, j'ai des privilèges, entre guillemets, dans le sens, j'ai pas d'accent quand je parle, tu sais, à Love is Blind, il le saurait pas, là, que je suis tunisienne d'origine, mais tu sais, moi, je me suis souvent... Puis à l'inverse aussi, des fois, je rencontre, mettons, des hommes qui... Ça leur passe trop 6 pieds par-dessus la tête, puis il faut que je leur dise, je veux juste te rappeler que je ne suis pas une femme blanche. Ouais. Parce que, oui, je veux que tu me considères comme égale, puis tout ça, puis que tu ne m'exotises pas, mais aussi, je viens avec un bagage culturel. Tu peux pas me décontextualiser. Je vais avoir des rituels familiaux que tu comprendras peut-être pas, puis j'ai besoin que tu t'efforces de... Tu sais, fait que je sais pas s'ils voient une femme racisée, puis ils font... Ah, c'est trop compliqué. Puis il passe à juste l'autre fille blonde aux yeux bleus. Je sais pas. Ben, écoute, je pense que c'est multifactoriel. Puis après ça, je suis pas sociologue. Puis, tu sais, je veux dire, je suis pas... Tu sais, je vais vraiment parler au travers de mon chapeau parce que c'est ça qu'on fait puis on adore ça. Mais je pense aussi qu'il y a un aspect de c'est quoi la représentation de l'objet de désir dans la société. Puis l'objet de désir dans la société, c'est la femme blanche, les cheveux relativement lisses ou bouclés, pas trop, machin. Ça peut avoir les yeux bleus, c'est super. Puis mince, évidemment, et valide, hein, on pourrait parler de ça, c'est quoi le capacitisme, et tout le tralala, et aussi comme dans une certaine forme qui te fait sentir chaîné parce que t'es à son bras, mais qui
le sens de l'humour de cet archétype-là doit de rire à tes blagues et non pas d'être plus drôle que toi. Oui, tout à fait. Fait que, tu sais, comme c'est ça un sens de l'humour chez une femme, il y a tous ces trucs-là qui, on dirait, qui bougent très lentement. Ouais. Donc, et je pense qu'étant donné qu'il n'y a pas cette socialisation de désirer également des femmes qui sont pas de cet archétype-là, mais ça fait qu'on passe à côté, je pense, comme société, de beaucoup de plaisir, dans le sens que autant de romance, mais aussi de plaisir de l'âme érotique. Puis après ça, ben, t'as l'inverse, les personnes qui vont fétichiser, tu sais. Ah non, mais moi, j'aime ça, les... Là, t'es comme... non. Non, t'as pas compris. Non, c'est pas ça le truc. Puis en même temps, je suis comme... OK, tu sais... Fait que je pense qu'il y a un aspect essentiellement de l'imagerie, l'imaginaire de c'est quoi la femme. Puis, tu sais, il y a un truc aussi au niveau statistique qui est assez troublante, c'est que, mettons, les femmes, dans toutes les communautés, les hommes vont généralement favoriser leur top 1, mettons, de personnes qui trouvent hot, là, qui fourraient, mettons. Ça va être quelqu'un de leur communauté, puis après ça, ça varie. La femme blanche peut être souvent la deuxième, mettons, mais la première, ça va être les personnes de leur communauté. Puis la seule communauté que c'est pas leur communauté, puis que c'est même la dernière en bas, c'est les communautés afro en Amérique. Oh. C'est comme la femme blanche va être en premier. Là, après ça, tu vas avoir Latina, tu vas avoir comme toutes les shades. Et rock bottom, tu vas avoir la femme dark skin. Ça, évidemment, c'est des études. Après ça, jetez-moi pas des roches, là. Oui, il y a plein de facteurs. Il y a plein de théories c'est une affaire de vouloir élever son rang social, de vouloir changer de classe aller voir tous les films de Spike Lee. Mais mais tu sais, il y a comme quelque chose là-dedans où peu importe. Puis, tu sais, tu regardes le star system québécois, puis c'est rare les personnes afro qui... Je parle des afros, mais c'est parce que je parle pour mes communautés, mais qui tu sais, la plupart sortent avec des personnes blanches ou désirent des personnes blanches ou cachent leur femme blanche. Oui, complètement. Mais c'est pour ça qu'on dit, dans une télé-réalité ou dans la fiction, ou ça serait juste... Ça aiderait tellement que l'effort soit mis pour qu'il y ait plus de représentation, parce qu'après ça, dans nos cerveaux, dans notre subconscient, ça serait comme oui, une femme racisée peut être désirable oui, mais en ce moment, ce qu'on envoie comme message, c'est la femme racisée, c'est ta meilleure amie, puis tu la désires pas, puis elle part en premier. Exact. Depuis des années. Depuis des années. Une valeur qu'il demande, genre, en entrevue à OD, comme, est-ce que vous dateriez, genre, une femme noire, ou comme, ou ça serait trop choquant, ou comme, tu sais, moi, je me disais tout le temps, pourquoi il demanderait pas non plus, comme, est-ce que vous dateriez une femme grosse? Mais les personnes qui ont du racisme internalisé ou des biais inconscients, ils vont jamais dire, ah, ben non, wesh, jamais. Surtout quand tu veux gagner un condo. Ouais. Non, mais il y a comme il enlèverait une couche de gens filant, là, s'il poserait la question. Mais moi, je suis pas mal sûre qu'ils font une bonne job à ce niveau-là. Ouais. Là. Dans le sens que je pense qu'ils font déjà une grosse job. Là. Dans le sens que ça peut être surprenant pour une... Mais, tu sais, les personnes racistes, là, le racisme, c'est pas tout le temps évident. Clair, en fait, c'est évident, mais c'est pas toujours conscient de la personne. Fait que là, ça va juste comme, non, mais c'est... Ben oui, mais tu sais, si je t'ai attiré puis qu'on s'entend bien, c'est sûr que je vais la considérer. Ça n'a pas rapport, voyons. Moi, je vois pas les couleurs. Mais après ça, turns out que t'es jamais attiré envers une personne dark skin, tu comprends-tu? Ben oui, moi, je vois vraiment plein de liens avec les femmes grosses, là, comme on vit vraiment il y a plein... Oui. Mais tu sais, il y a eu... Tu sais, mettons, si on prend les exemples d'OD, tu sais, mettons, il a fallu une Nadège, une mannequin, tu sais. Light skin, light skin, Roy Noranda, je sais pas trop. Exact. Tu sais, c'était ça. Ils ont fait porter un message. Ils ont fait lire un esthétique antiraciste. J'étais comme, laissez-la juste être. Mais dans le sens, elle a eu du succès dans l'émission, mais tu sais, elle cochait plein de... Non, mais elle correspond exactement à l'archétype de la fille qui parle joual, que sa mère est blanche de région, puis qu'elle parle, elle a les cheveux très bouclés, elle a pas les cheveux frisés serrés. Ou en tout cas, elle les montrait pas. Tu sais, elle avait ses perruques avec elle. Exact. Puis Marjorie très light skin, je sais même pas si on a déjà je sais qu'il y a des gens qui peuvent croire que Nadé est foncé, je peux comprendre, mais elle est light skin quand même. Ouais. Dans le sens que... Ben, comparé à Kesha, puis Naomi, en tout cas. Oh boy, tu remontes à loin. Oui, mais tu sais, il y en a pas eu 1000, là. C'était vraiment comme une pauvre plante verte, là. On l'a vu comme 37 secondes et quart, là. Oui, puis elle a été éliminée vite. Tu sais, mettons, il y a eu Inès, tu sais, marocaine d'origine, mais tu sais, elle a gagné, mais c'est parce qu'elle a gagné avec Stevens, tu sais. Oui, parce que elle aurait pas gagné avec un homme blanc, je pense. Puis elle aurait probablement peut-être pas gagné si Stevens avait pas été, genre, un athlète olympique bon
garçon premier de classe. C'est ça, c'est comme on peut pas avoir de nuances, on peut pas avoir de failles. Il faut être parfait quand t'es une personne grosse, quand t'es une personne raciste. Parfait, dans quel sens? Selon les standards des blancs. Selon les standards des personnes blanches, minces, valides. Ouais, c'est ça. Avec tout ce qu'on vient de se dire, on va recevoir du hate pour on va se faire pitié des roches. Pas officiel. Si ça sort d'officiel, si Sophie Durocher tombe là-dessus, peut-être. Mais officiel, les gens sont très bienveillantes. Et habituellement, ça se passe plutôt bien. Ouais, Puis je trouve ça intéressant, puis je veux vous reconnaître d'avoir cette conversation-là, parce que c'est facile, je trouve, qu'en tant que personne, tu sais, mettons, il n'y a pas une personne dark skin autour de la table ici en ce moment. Oui. Puis on pourrait dire, est-ce que ce sera à nous ou pas de parler de cette situation-là? Mais en fait, je pense que c'est comme un problème de société, puis il faut qu'on soit solidaire. Ouais. Puis ça nous concerne énormément, tu sais. Fait que je trouve que c'est pas toujours aux personnes oppressées de porter oui, exactement. Fait que je veux vous reconnaître de le faire. Ça a toujours été comme une grande préoccupation parce que là, dans les 6 dernières années qu'on fait le podcast, c'est moi la dernière là, qui est partie ça. Puis ça a toujours été quelque chose de vraiment important pour nous d'inviter justement des personnes qui sont pas comme on était 3 femmes blanches au début, puis c'était full important pour nous de recevoir des gens, pas dans une vision de token, mais de dire comme, ben on a cette plateforme-là, puis ça serait le fun d'entendre comme qu'est-ce que les personnes... Plusieurs points de vue. Puis cette année particulièrement, on a énormément de difficultés à trouver des personnes pas blanches qui écoutent OD parce que je pense que tout le monde a abandonné. Ben j'ai abandonné. Les gens à qui on approche, notre productrice, ça fait vraiment plein d'efforts parce que c'est vraiment comme, sincèrement, quelque chose qui a toujours été important pour nous. Puis les gens sont juste comme, ben non, je l'écoute plus ou comme... Puis on est comme, fair enough, tu sais. Il y a pas beaucoup, de mon côté non plus. Après le fiasco de Julie, ils ont même arrêté là, avec la diversité corporelle. Ils ont complètement give up. Là, comme la fille qui portait du médium l'année passée, c'était leur... Oui, Virginie, on la salue. Qui portait du médium, c'était comme leur... La femme grosse de service. Oui, la femme grosse de cette année. Ils ont complètement give up. Puis je comprends que comme, tu sais, les femmes grosses n'ont pas envie de s'inscrire à OD quand ils vont se faire humilier, comme, puis être la toutoune sympathique de service encore aussi. Fait que moi, je blâme pas personne, tu sais, d'avoir arrêté d'écouter OD, mais ça... Pour avoir déjà eu des conversations avec ça, avec la prod, j'ai eu un accès privilégié sur un panel. On dirait qu'ils savent pas quoi faire, parce qu'ils sont pas prêts à sacrifier les dirigeants. Ils sont pas prêts à dire on va mettre des personnes BIPOC qui vont choisir comme les candidats, les candidates. Ils sont pas prêts à faire ça. Quand nous, on dit tout le temps que, justement, comme tu le dis si bien, que tant que ça va pas changer au niveau de qui prend les décisions, ça va toujours rester la même boîte. Puis en même temps, je vais pas... mais je suis d'accord avec beaucoup de choses que tu dis. J'apporterais aussi, pour contextualiser peut-être, c'est au-delà peut-être du manque d'effort ou du manque de désir de risque par rapport à changer ses habitudes d'une formule gagnante. Il y a aussi que l'audiovisuel, en général, en ce moment au Québec, va vraiment pas bien. Comme il y a 40% de moins de... Ce que je me suis fait dire, c'est qu'il y a 40% de moins de production cette année que l'année passée. Comme ça va vraiment pas bien. Fait que c'est tellement difficile en ce moment de prendre des risques et en même temps, on dirait que c'est le moment où il faudrait en prendre le plus. Ben oui. Mais tu sais, comme OD, c'est tellement une institution que je peux comprendre qu'il y a des gens qui se disent « Hey, si on change trop notre formule gagnante, on va peut-être trahir notre audience. » Comprends-tu? Puis en même temps, peut-être que non, c'est peut-être là justement que tu vas vivre en phase avec ton audience. Mais ça, tu le sais pas tant que tu l'essayes pas. Puis je peux vraiment comprendre qu'il y a des gens qui ont peur de perdre certains acquis, considérant que notre industrie est aussi précaire, tu sais. Mais nous, on s'était dit après le fiasco de l'année passée, qu'est-ce qu'ils ont à perdre? Ils n'ont rien à perdre. Ah, c'est super intéressant. Nous, on pensait comme peut-être OD queer, peut-être qu'ils vont arriver avec OD âge d'or. J'aimerais tellement on savait pas. On était comme, comment ils vont se réinventer en tant que Phoenix, Julie Snyder, tu sais, puis finalement... OD âge d'or, je meurs. Ils sont revenus plus vers comme, tu sais, le retour aux sources. Mais queer aussi, évidemment, OD queer, je veux dire, of course que je vais capoter, là, tu sais. Mais on peut aller regarder du contenu dans d'autres langues, qui sont queer, même si ce serait bien de l'entendre dans notre langue, mais OD âge d'or! Ben, tu sais, juste OD plus de 35 ans, ça serait nice. Déjà, OD gériatrique, 35 ans et plus, mais ils n'ont pas fait ça, finalement. En même temps, je suis pas sûre qu'on serait intéressant, les gens de 37 ans et plus. Moi, je pense que j'ai beaucoup trop de maturité émotionnelle. Oui, c'est ça ferait moins d'isbilles, peut-être. Non, je dis n'importe quoi. Mais j'ai l'impression que, je serais moins portée sa poppers, puis je pense que je serais peut-être moins divertissante. Une camomille au lieu d'une trouille. C'est ça. Je me couche à 8 heures le soir, je suis vraiment plate. En tout cas, on aurait pu faire 8 épisodes juste avec ce sujet-là, mais merci beaucoup. Merci à vous pour ton insight. À toi, Amélie, aujourd'hui. Oh mon Dieu! Et moi, je vous ramène en arrière cette semaine. J'ai eu envie de parler de mon sujet à la seconde où j'ai assisté, impuissante, à la fameuse scène de la chemise avec Antoine et Marilyn.
Pour remettre tout le monde, là, je vous remets en contexte, là, si jamais vous aviez manqué ça. Épisode de jeudi passé, fin du 5 à 7. Antoine prend Marilyn dans ses bras après une conversation où ils parlent de leur triangle amoureux. Ils se font donc un câlin, mais il fait comme 42 degrés en Andalousie, tu sais. Fait que le fond de teint de Marilyn dépose sur la chemise blanche d'Antoine, qui se met à capoter ben raide. Le dialogue est... décollissant, for a lack of a better word. J'ai sorti le verbatim, je l'ai réécouté tantôt, puis je vous fais ma meilleure interprétation dramatique. Vas-y. Donc, Antoine commence. « Oh non! C'est quoi ça, du fond de teint? » dit-il avec un regard complètement paniqué, alors que Marilyn, réaction appropriée, rit. Antoine demande « Ben là, ça part-tu? Ça part-tu ou non? » Okay, relax, gros, là, t'es pas le premier gars sur la terre à tacher ta chemise. Il continue. Oh non, mais là, ça part-tu pour de vrai ou non? Et là, Marilyn, toujours crampée, lui dit, ben oui, ça part, là. Comme, je me tâche souvent. Je me tâche tout le temps, tu sais. Et là, sans plus ni une, Antoine lui dit, OK, fait est-ce que je te donne ma chemise pour que tu la laves? What? Oui. Non! Oui. Tu mens! Non, je te jure. Tu mens! Je te jure. Ensuite, Q sur le confessionnal. Attends, c'est pas fini? Non, pas fini. Oh mon Dieu, OK. Antoine dit au confessionnal, ouais, ben là, je pense qu'elle se sentait mal, tu sais, d'avoir sali ma chemise. Fait qu'elle s'est proposée pour la laver. Et là, on remercie le montage qui a fait un gros avec un X rouge. Genre, il n'y a aucun moment où Marilyn s'est proposée pour laver la chemise. Fait qu'on revient dans la scène du shout-out l'équipe montage. Ah oui, vraiment. La réalisation de trop bon. Là, Antoine dit, je veux que tu me la ramènes propre, s'il te plaît. Elle m'a coûté 90$. Et il insiste sur le fait... Attends, moi, je suis en train d'imaginer que cette chemise-là valait genre 750$, 400$. Quoique chacun son portefeuille, mais quand même. Oui. Et là, pour finir ce vaudeville, on passe encore au confessionnal, où cette fois-ci, Marilyn dit, et là, j'espère que l'alcool est à blâmer pour cette analyse, ma foi, beaucoup trop généreuse de la situation. Elle dit... Ben, je l'ai pris comme cute. Oh! Mais en même temps, peut-être qu'il voulait juste pas la laver, puis c'est de ma faute. Mais oui, les filles, ben oui, c'est tout le temps. Tu vois, c'est pour ça que nous, on ferait pas un bon occupation double. On serait comme, excuse-moi, tu vas te calmer. Ta chemise, je m'en vais la mettre à la poubelle. Tu peux la laver. Ben oui, c'est ça. Moi, ça m'a immédiatement fait penser au concept de weaponize incompetence. Je sais pas si vous connaissez ça, qui se traduit en français par incompétence instrumentalisée, incompétence stratégique. Oh my God, tu vas là? Ouais, un concept... c'est chaud, man, c'est chaud. Le micro est bouillant. Un concept adjacent au phénomène des men babies, je vous ai trouvé une bonne définition dans un article du New York Post par une psychothérapeute qui s'appelle Angela Mutenda. L'incompétence stratégique consiste à prétendre que vous n'êtes pas en mesure de faire quelque chose afin que quelqu'un d'autre le fasse à votre place alors que vous êtes parfaitement compétent pour le faire. La spécialiste continue. Ce sentiment de helplessness, d'impuissance peut sembler de prime abord innocent et même interpeller l'empathie de votre partenaire et sa nature aidante. Mais ne vous méprenez pas. C'est une tactique de manipulation et ça peut devenir une façon efficace pour l'autre personne de se sortir de faire des tâches ménagères indésirables et de les domper sur vous. Wow. Cela peut causer beaucoup de charge mentale additionnelle. J'aurais le goût d'ajouter en carré pour les femmes. Oui, 100%. Et entraîner des frictions, de la tension et du stress. Fait que dans le fond, il faut arrêter d'allaiter les adultes. Oui. Écoute, je pensais pas qu'on allait là aujourd'hui. Mais... Ben écoute, en fait, je vais vous expliquer pourquoi je me suis rendue là en regardant la scène. C'est tellement intéressant. C'est quoi le chemin de ta pensée? Je vais regarder toutes les émissions à côté de toi. Faudrait genre un spécial, genre mettre une caméra sur toi qui jase pendant que tu... Director's cut, là, avec les commentaires. Elle est capable de prendre des notes en écoutant OD, mais moi, je ne peux. Mais bref, premièrement, Antoine a 30 ans. C'est le doyen. Il a 30 ans. 31 même. 31 même. Donc, let that sink in. Il a 30 ans. Et ça lui semble impossible, absolument impossible d'envisager de laver seule sa chemise. Il n'y a eu aucun moment d'hésitation. Il fallait que Marilyn lave la chemise. On dirait que c'est la première fois, en fait, qu'il porte une chemise blanche, qu'il réalise qu'une chemise, ça se salit quand tu la portes. Deuxièmement, Emna le soulignait amplement, le dos de travail en restauration. Puis il essaie de nous faire croire qu'il n'a jamais lavé du linge taché avant. Non.
Que jamais lavé du blanc? En restauration, le blanc. C'est ça, voilà. Je n'y crois pas. Ou Bedon, il a toujours fait laver son linge par ses anciennes blondes. Ou Bedon, c'est encore maman qui faisait son lavage. Mais dans tous les cas, c'est très louche. Parce que là, voyons, comme tout le monde s'habille. Je suis pas folle, là, tout le monde s'habille en blanc dans la restauration. Comme il y a beaucoup de blanc, même les linges. Tu sais, oui, là, beaucoup de lavage de mon blanc. chum, là, c'est pas pire de faire partir une tache de fond de teint que d'enlever genre de la sauce tomate ou des résidus de cuisine quelconque, là, comme come on, bro. Je pense vraiment pas, en fait, que ce soit trop demandé à un homme de 30 ans de faire son lavage, comme de savoir faire son lavage. Je refuse que la barre soit si basse, au point où on trouve ça cute quand un dude nous exige de laver sa chemise. Ah, ça m'a tellement mis en triste. C'est quelque chose. Ça me fait penser à... Vous rappelez-vous comment elle s'appelle, la chanteuse de « Je suis un soul inconsolable » Isabelle Boulay. Vous savez quand Corneille a fait la bise à Isabelle Boulay dans un gala X, elle avait plein de fond de teint en face. Il y a un petit cornet, quoi, elle avait du fond de teint dans la face, mais elle a tellement bien réagi. Tout le monde était... C'était tellement... tu sais, comme... En tout cas, de l'extrait qui est sur YouTube, tu sais, c'était tellement genre dans une franche camaraderie, c'était relax, c'était comme... Puis t'es dans un gala, mais tu sais, tu peux être super stressé de vivre une... Puis là, lui, c'est comme... Dans une situation pas stressante du tout. Genre en Andalousie, en vacances, avec une chicks dans le cadre d'un câlin, puis... mais bon. Capote. Ben, c'est exactement ça, mon troisième point, parce que c'est lui qui a voulu faire un gros câlin en y squeezant la face sur son chest, tu sais, comme... Il vit avec les conséquences de tes gestes, mon pit, comme... Penses-tu que ça y tente à Marilyn de se mettre du fond de teint quand il fait fucking chaud? Peut-être que ça y tente pas de se grimer comme en Andalousie, mais elle fait pareil parce qu'elle est à télé, puis parce que pour une raison obscure, elle tripe sur toi, puis t'as pas tant l'air du genre de gars qui aime ça pour de vrai des filles naturelles. Les natural beauty, ça a pas l'air d'être vraiment sa tasse de thé. Évidemment, si Antoine lui avait demandé des conseils sur comment faire partir sa tâche, ce serait une autre histoire. Ça aurait été beaucoup plus smooth. La même psychothérapeute rappelle que effectivement, ça se peut des fois qu'on demande de l'aide quand on sait pas sincèrement comment effectuer une tâche ménagère et on a peur de pas la faire comme il faut. Fait que oui, je vais un peu faire comme toi. Ça se peut, tu sais, que ce soit la première chemise blanche qu'Antoine possède. Puis ça se peut que ça l'aide genuinely fait paniquer d'avoir scrappé sa chemise chère. Je lui accorde. Mais... Ah, moi, j'y accorde pas. Mais c'est vrai. Il a pas demandé à Marilyn des trucs pour bien la laver. C'est bon ton point. Il aurait pu faire toi, t'as-tu déjà mis du fond de teint sur du blanc? Oui, comment je fais partir ça? Il y aurait eu 1000 réactions plus appropriées. Comment ça part? Il a juste basically ordonné de laver sa chemise tachée. Merci, bonsoir. Beau moment d'entitlement. Mais c'est tellement une bonne... Tu sais, mettons si j'avais à jouer un personnage ou à écrire et jouer un personnage narcissique. Oui. Je dis pas qu'il est narcissique, j'en ai aucune idée. Mais tu sais, mais non, je sais pas. Mais tu sais, c'est que des fois, ces personnes-là ont des stratégies pour tester la personne devant eux qui sont assez créatives. Comme là, je trouve que c'est, consciemment ou non, quand même une stratégie très créative pour savoir, es-tu game de faire mon lavage? Imagine, c'est game de faire son lavage. Man, il est en business après, là. Non, on dirait qu'il a comme lancé la ligne pas trop, puis elle a mordu, fait qu'il a continué. Tu penses? Moi, j'ai l'impression qu'il n'y avait pas de... il n'y a pas de stratégie derrière. Dans le sens que c'était juste... Mais c'est sa socialisation. T'as taché ma chemise, vas-y, tu fais mon lavage. C'est tout, là. Moi, j'ai pas vu rien de comme tatineux. Là. Il est vraiment manipulateur sur plein d'autres plans, Antoine. Mais là-dessus, j'ai l'impression que c'était vraiment juste de l'entitlement. Là, c'était comme... Ta face m'a beurré, vas-y lave. C'est ta faute, torche. Non, mais c'est ça, c'est de l'incompétence. Mais je sais même pas si c'était stratégique, là, c'était de l'incompétence, point. Puis en fait, tu sais, on n'est pas les seuls, parce que là, je dis on parce que les gens ont explosé de rage sur Internet après cette scène-là. J'ai eu la mauvaise idée de poster une story ce soir-là sur le compte des ficelles pour demander aux gens, qu'est-ce que vous attendez dimanche? Puis je n'ai reçu que des commentaires sur la chemise d'Antoine, comme c'était une indignation. Ben, la santé mentale des communautés me rassure. Oui. Mais on n'est pas les seuls à avoir remarqué qu'il y a certains gars dans les maisons qui ont de la misère avec les tâches ménagères. D'ailleurs, je sais pas si vous vous rappelez, il y a une quotidienne, il y a une couple de semaines, là, j'ai pas trouvé exactement l'extrait, là. Mais il y a eu un petit moment où les gars faisaient du ménage, certains gars, dont entre autres Anthony, mon boy, puis Vincent, et où ils déploraient en fait à quel point les gars savaient pas comment tenir leur maison, puis après ça, qu'ils allaient aller vivre chez leur blonde sans savoir comment faire la vaisselle. Fait que là, c'est ça, je paraphrase, mais c'est l'essence du propos. Fait que, tu sais, si d'autres gars sont capables de remarquer quand des gars slackent ces tâches ménagères puis de comme, concevoir qu'ensuite c'est leurs partenaires qui vont écoper, pas besoin d'animer un podcast féministe pour faire le constat. C'est comme un charpentier menuisier le fait aussi adéquatement que nous dans l'émission, tu sais. Puis moi, je vous dis ça, puis en plus, je comprends vraiment que ça puisse faire chier faire le ménage. Moi, je suis pas une fée domestique pantoute.
Comme ça me demande vraiment des efforts, faire du ménage. Je suis pas le cliché de la fille qui va comme se détendre en lavant son plancher. Comme... J'admire ces gens. Moi aussi. Je pourrais même dire à la limite que je les envie. Ah, moi aussi, avec grande admiration. Moi, ça me prend du jus, tu sais, me rappeler de faire les tâches. Plier ton linge, ça te détend. Neurodivergence. C'est sûr que c'est ça, mais je veux pas blâmer ça non plus tout le temps sur mon TDAH, là, parce que, tu sais, à un moment donné... But it's a thing. Oui, mais tu sais, moi, je suis dans ton équipe. Je travaille chez nous, puis je vais jamais penser à faire une brassée quand je travaille de la maison. Comme ça va même pas m'effleurer l'esprit que je pourrais profiter du temps. Comme, mais tu sais, je sais qu'il y a plein de gens qui font ça, puis qui sont comme, wow, work from home, on peut cleaner. Pas moi. Mais j'ai quand même appris à, comme, développer des coping, tu sais, pour m'améliorer. Comme je fais des listes. J'ai appris à faire des tâches même quand ça me tente pas. Puis je trouve ça vraiment décollissant qu'un homme de 30 ans à la télé, à heure de grande écoute, demande à une fille de laver sa chemise. La réaction appropriée aurait été de la rassurer que c'est pas grave. Puis on passe à un autre appel, tu sais. Par contre, je trouve ça tout autant décollissant que des femmes trouvent ça cute, un man baby. Je comprends pas. Bon, et après ça, on vient d'en parler. Est-ce que c'est la trentaine qui fait en sorte que, soudainement, c'est extrêmement sexy, un gars qui ramasse ses bossales et qui fait la vaisselle sans qu'on doive lui demander 12 fois? Est-ce que c'est l'accumulation d'avoir daté trop de gars médiocres pour trouver encore ça attendrissant de devoir faire un crash course sur la lessive à un grown-ass man? Est-ce que c'est le fameux complexe du sauveur à lèvres? Je ne sais pas, mais j'ai réellement googlé, en fait, pour savoir si Internet avait un semblant de réponse. Ah, mon Dieu, mais j'adore! Voyons donc! C'est pourquoi une femme serait attirée par un man-child, tellement ça me dépasse. Puis est-ce que c'est parce que ça lui donne du pouvoir? Ben, entre autres. Ouais. Il y a une madame que j'ai trouvée, attends, comment elle s'appelle? La Dr. Jan Mann, qui avance dans c'est un espèce de courrier du cœur. Est-ce que je sais pas pourquoi? J'adore nos sources. C'est pas une psychologue qui fait des courriers du cœur, mais elle fait un courrier du cœur, puis c'est comme, en gros, c'est une madame qui comme, je viens de lire un autre de vos courriers du cœur que, comme, OK, vous avez décrit c'est quoi un man babies, puis là, j'ai reconnu mon mari là-dedans, fait que là, je sais comme plus quoi faire. Ouais, c'est ça, panique, je vais être un man child. Fait que là, la Dr. Jen Mann avance que les femmes qui se retrouvent à dater des hommes qui utilisent justement les compétences stratégiques devraient faire un peu d'introspection et se demander quels sont les bénéfices secondaires pour elles, comme... C'est quoi le bénéfice secondaire? Donc, elle entend par là que des gains qu'on peut avoir à dater un homme-enfant. Puis là, j'étais comme, quel gain? Puis elle cite, par exemple, que justement, ça peut donner à quelqu'un un sentiment de contrôle. Contrôle et de pouvoir. Ouais. Ça peut nous donner l'impression de nous sentir capables et efficaces aussi, vu qu'on est meilleur que notre conjoint. Et ça nous permet aussi de se positionner en victime de son comportement pour se plaindre. Ouch. Okay. Puis pour poursuivre dans le ouch, elle dit ensuite que ce serait pertinent d'examiner notre style d'attachement. Parce que ce serait très commun... Attends, ça s'en vient. Bravo, man. Parce que ce serait très commun pour les personnes qui ont peur de l'abandon d'être attirées par des men babies par peur que si notre partenaire est actually compétent, il va peut-être pas rester avec nous. Mais je sais, j'ai fait la même face que toi. Pour le monde qui nous écoute sur YouTube, même face que toi quand j'ai vu ça cet après-midi. C'est ça. Quand je vous disais ouch. J'ai des noms en tête. Ouch. Je sais, j'ai trouvé ça super intéressant, les hypothèses. En tout cas, moi, ça a mis touchant. Le doigt sur certaines affaires dans ma vie personnelle. Puis je pense à une de mes meilleures amies qui va écouter ça puis qui va avoir la même face que nous, très certainement. Une face d'épiphanie. En tout cas, pour conclure, personnellement, moi, j'ai ressenti beaucoup plus d'empathie envers Marilyn que la pauvre chemise d'Antoine dans la situation, sans grande surprise. Je suis vraiment contente pour elle qu'il l'a flushé au party de she dodged the bullet dans ta Ben vraiment. Puis je pense qu'elle va probablement être soulagée quand elle va écouter les épisodes. Il y a beaucoup de mimes, tu sais, sur des gars qui n'ont pas de base de lit. Puis dans la vie, pour moi, c'est l'incompétence stratégique, ça s'inscrit un peu dans la même avenue, tu sais, ça... Puis comme, tu sais, ça me fait toujours plaisir de faire le lavage de mon chum, tu sais, puis j'avoue que comme quand on a emménagé ensemble, j'étais comme émue de voir notre linge entremêlé dans notre panier à linge, mais comme... Tu sais, je sais aussi que je peux compter sur lui de faire du lavage sans que ma supervision soit nécessaire. Puis je sais qu'il est capable de prendre soin du chat en mon absence. Puis il est capable de prendre soin de vous, de lui. Il sait où le push à mettre sur une tâche avant de faire une brassée. Tu sais, puis je dis pas ça pour me vanter. This is the new sexy. This is the basic. Oui, c'est ça, parce que ça devrait être le strict minimum. Puis ça aurait dû être un gigantesque red flag que le gars te fasse laver sa chemise au lieu que ce soit attendrissant, ma chum. Puis on devrait s'attendre à rien de moins d'un partenaire de vie qui sache faire son lavage. Je peux pas croire que je dis ça, genre après 6 ans de ficelle, mais... Puis on devrait pas penser surtout que notre présence dans la vie d'un man baby va subitement lui faire adopter une bonne hygiène de vie. Ça n'arrivera pas.
Voilà. Tout à fait. Mon Dieu, je suis... C'est un gros si je pouvais, rant, mais... j'applaudirais, je flipperais la table. Ça m'a tellement... c'était comme... Tu sais, c'était vraiment comme un 3 minutes dans l'épisode, mais je pense que c'était tellement... Non, mais c'est un sujet qui nous trigger puis qui méritait d'être... tu as clairement amené ce trigger-là à un autre niveau, très intéressant. Bravo. Puis, bravo. Hey, bravo. Tu sais, quand on dit on écoute la télé-réalité parce qu'on fait de la sociologie. C'est en action. Toi, avec ta psychologue qui fait les courriers du cœur, c'est ça que tu nous as donné en ce moment. Merci, Amé. Ça me fait tellement plaisir. Est-ce qu'on a des prédictions pour la semaine prochaine? Oui. Oh my God. Moi, j'ai des très petites prédictions, là, en faisant ça rapidement, là. On en a parlé un peu, la twist... non, t'en as parlé d'une autre twist plate. Ouais. Mais là, j'ai une autre twist plate parce que là, il va y avoir des maisons mixtes. Ouais. Cette semaine, à partir de cette semaine. Puis là, moi, j'étais comme, mais c'est bien niaiseux. Moi, je voulais des nouvelles candidats, mais en même temps, on chiale d'autant qu'il y ait de nouvelles candidats à ce stade de l'aventure parce qu'on se dit, ils vont se faire éliminer rapidement. Mais là, fait que là, on dit, ils vont mixer les gens. Mais là, je me suis rendu compte que finalement, ça pouvait peut-être être intéressant si ils mettent parce qu'il y a plusieurs triangles amoureux, fait que s'ils mettent 2 personnes d'un triangle dans une maison, puis pas l'autre, là, ça pourrait chier. Moi aussi, je suis intriguée, parce que dans le preview, mais ça, c'est ça l'affaire avec OD. Ils nous attirent avec leur preview, puis c'est tout le temps décevant. C'est jamais comme... Là, ils nous montrent comme un extrait, genre spécialement choisi, puis là, c'est tout le temps jamais c'est vrai ce qu'on pense sont que ça bons va être. Pour nous savoir qu'est-ce qu'ils nous font à croire. Ouais. Vraiment. Puis c'est pas ça pantoute. C'est ça. Fait que là, on a vu un extrait où Rebecca pleure. En tout cas, elle est très émotive dans le preview. Puis là, elle dit « Ça va être fini avec Matt B. » Mais là, j'essaie de pas me réjouir parce que j'ai comme l'impression que c'est juste un truc du montage qui veut nous faire croire que leur couple va chier. En tout cas, ça donne le goût d'écouter la prochaine semaine. J'y croyais pas à la twist, moi non plus. J'étais un peu... Puis là, bon, il y a des chances que ça soit une fille qui soit éliminée cette semaine, parce que là, ça fait 2 semaines de suite que c'est un garçon. Ça devrait être Laurence, en théorie. Fait que là, on pense que ça serait Laurence. Et là, il y a une ficelloune, Lisa, qui a suggéré « J'aimerais trop que Joannelle et Laurence se matchent dans la maison des exclus. » Puis là, j'étais comme « Oui! » Mais en même temps, attends, je suis pas contre l'idée, mais si elle avait eu à se matcher avec, elle aurait peut-être dû le faire. Tu sais, je veux dire... Mais il y a plein d'affaires qui se passent dans la maison des exclus. Ah, ça, c'est sûr. Il y a plein d'affaires. C'est là qu'il faut. Mais non, mais Laurence, depuis que Jérémy est dans l'aventure, elle est stickée sur lui. Fait que j'ai l'impression qu'elle a regardé aucun autre garçon. Fait que comme... Peut-être. Let's go. Semaine 2. Fait que quand même, elle a vraiment eu le temps de papillonner, comme on disait avant. Hein. Fait que voilà. Des petites prédictions cette semaine, mais c'est pas grave. C'est coquin, un peu, une maison mixte. Penses-tu que Mia et Simon vont frencher? Ah, mais là, encore une fois, moi, je ne mets pas de pression. Simon, si t'es pas prêt, tu dis non. Ton consentement est important. Et Simon, si t'es pas prêt, dis-lui à Mia. Oui, dis-lui. Communiquez. Asseyez-vous, jasez, dans le bain. Est-ce qu'on pense que Simon et Mia vont communiquer? Ben, moi... Ils ont l'occasion de le faire, en tout cas. Je pense que... Mais je sais pas si Mia est prête à être en couple. Je pense qu'elle a du travail sur ses insécurités à faire. Mm-hmm. Même si Simon a l'air d'être un bon gars, dès une petite affaire qu'il va faire de travers, je pense que ça va la faire flipper. Fait qu'en tout cas, mais je leur souhaite full qu'ils soient heureuses, mais on dirait que je sais pas. Fait que voilà, pour les prédictions. J'ai hâte de voir. Mais j'ai hâte de voir les quotidiennes, en fait. Je pensais pas, là, quand ils ont lancé la twist, puis finalement, avec le preview, moi aussi. Ils m'ont 100% eu. Non, mais ils nous ont dans la fin d'OD Extra, là. C'est là qu'ils nous ont. OD Extra, tu peux quasiment pas l'écouter, puis t'écoutes les comme 5 dernières minutes quand ils sont dans un arbuste, genre. Entre les branches. Oui, entre les branches, puis c'est quétaine, mais... Ouais. C'est sûr. Avant de passer aux recommandations culturelles, comme d'habitude, on voudrait dire un énorme merci à nos abonnés Patreon de la semaine. Veux-tu en lire avec moi? Oui, j'ai pas pratiqué les noms. Oui, moi non plus. Merci à Catherine Jourdouin, à Tracy Lang, Sophie Derry, Alix Auger, Vanessa Lapierre, Marie et Mirka Chénier. Non, excusez, mais je pensais que c'était des sœurs, genre Marie et Mirka Chénier-Bellery, mais non, c'est 2 personnes distinctes. C'est Marie, point. Et Mirka Chénier-Bellery. Ah, merci, ça nous touche beaucoup. Et ça contribue toujours à ce que le contenu des ficelles devienne meilleur. Recommandations culturelles, mesdames? Ben, je peux me lancer, je peux y aller. Moi, c'est une shameless plug. OK. Ce soir, non, mais des fois, les temps sont durs, là. Meta bloque les nouvelles, là, je sais pas, là. Je me fais une plug à moi-même. Parce que j'ai le goût que la place soit pactée de monde, OK? Puis je trouvais que ça fitait avec ce dont on a parlé avec Mara. Moi, je voulais vous recommander un show d'humour que j'ai créé, qui s'appelle Québécoise. Oui, c'est bon. Et qui est un spectacle où je n'ai réuni que des femmes exceptionnelles non blanches, dont Erika Suarez, que tu connais. Ben là, c'est sûr que tu connais, Mara, qui joue justement dans ta série. Mais oui.
Oui. Après le déluge. Et bon, je la roule depuis quelque temps déjà, ce spectacle. Amélie est d'ailleurs venue déjà le voir l'été dernier quand je l'avais présenté au ZooFest. Oui. Et on le refait à Montréal, samedi le 19 novembre, 19h, au Brouillon, qui est une buvette sur la rue Saint-Hubert, facilement accessible en métro. Si vous voulez rire et entendre les voix d'humoristes hilarantes qu'on n'entend pas assez souvent, ben, je serai à l'animation de ce super show québécoise. J'ai choisi le nom vraiment précisément parce qu'on est 7 femmes pas blanches. Les billets sont en vente depuis aujourd'hui. Cherchez Québécoise dans les événements Facebook ou encore mieux, suivez-moi, Emna Achour sur Instagram et Facebook. Je vais mettre le lien vers la billetterie sur mes réseaux sociaux. Mais là, t'avais aussi gagné genre le meilleur show. Ah, mais non, là, j'allais pas plugger ça, mais ça a gagné prix coup de cœur du public. Be the swing lady. Oui, voilà. Prix coup de cœur du public au ZooFest. Oui, merci. J'avais oublié. Le prix qui gagne nos cœurs quand même. Oui, quand même. Le prix du public, c'est exceptionnel. Fait que voilà, Québécoise, samedi le 18 novembre. 18 ou 19? T'as dit 19 tantôt? Ah, j'ai dit 19, je voulais dire 18 à 19h. C'est le 18 novembre à 19h. Ben, ton annonce, c'est pas ça que t'as dit. Ah, je m'excuse. Alors, je répète, samedi le 18 novembre à 19h. Mais en tout cas, si vous voulez y aller samedi le 19 novembre, vous le trouverez pas. Le 18. Le 18. Parfait. Toi, écoutez, moi, cette semaine, je vais vous recommander un film complètement flyé que j'ai écouté récemment. Ça s'appelle Bottoms. Je suis pas sûre de comment vraiment résumer le scénario. Mon chum m'a même dit qu'il avait vraiment hâte d'entendre comment j'allais me débrouiller pour vous en parler. Mais en gros, c'est comme deux amies lesbiennes pas super populaires dans leur école secondaire qui décident de former un fight club pour que les filles dans l'école soient empowered, certes, mais d'abord et avant tout pour rencontrer des filles et perdre leur virginité avec des cheerleaders. OK. C'est extrêmement satirique, là, évidemment, parce que ça suit, en fait, tous les codes des films d'ados comme de base qu'on connaît, mais avec la prémisse comme flyer, c'est le mot qui me vient tout le temps en tête. C'est absurde, j'ai tout aimé. Je vous le conseille vraiment. Ça joue, en fait, encore au cinéma pour les gens de Montréal, au Forum, mais c'est aussi vraiment facile de le louer sur les plateformes de streaming, comme entre autres sur Prime, en espérant que ça soit accessible partout bientôt. Si vous avez aimé les films genre Elle a tout pour elle ou 10 choses que je déteste de toi, et The Bear, jamais bien loin. Aujourd'hui, là, si vous avez trippé sur la sous-chef dans The Bear, l'actrice Ayo Ediberi, qui joue justement une des deux filles qui startent le Fight Club dans Bottoms, vous allez assurément trouver votre compte ici. C'est vraiment un remake comme féministe des films d'ados. C'est incroyable. Quel bonheur! Merci! Trop bon. Puis, voilà, c'est ma recommandation. Et toi, Mara? Moi, j'ai une recommandation un peu lointaine qui va aller à l'année prochaine, mais on peut, je pense, déjà acheter ses billets. Moi, en fait, j'invite les gens... tu sais, on n'était toutes pas là pour la première représentation des Belles-Sœurs de Michel Tremblay en 1968, qui a complètement révolutionné le narratif canadien, français et québécois. On n'était pas là. Mais là, j'ai comme l'impression que cette pièce-là va être un genre de... à sa façon, un genre de ce moment-là historique qu'on a manqué. C'est une pièce qui va jouer au théâtre d'aujourd'hui qui s'appelle Sans jaillir, qui est écrite et aussi jouée par Stéphie Mazounia, mise en scène par une personne très connue. Voilà. Sophie Cadieux, oui. Merci. Puis, en fait, c'est un texte écrit par, c'est ça, Stéphie Mazounia, qui est une Burundaise québécoise, réfugiée politique, une personne absolument sublime. Elle a fait l'École nationale de théâtre comme interprète, elle écrit. Et je pense qu'on va assister à la naissance d'une voix de dramaturge vraiment intéressante. Et en fait, c'est 4 femmes afro sur scène qui ont du fun. Tu comprends? Puis qui se parlent de plein d'affaires et qui ont du fun. Et juste le titre Sans jaillir, on comprend là qu'on va aller vers une espèce de culture québécoise qui va nous faire du bien à juste aller le voir. Puis en tout cas, bref. Et l'affiche est belle, les actrices sont bonnes. Et je pense que c'est la première fois qu'un texte d'une afro québécoise va être mis à l'avant avec autant de personnages racisés. Donc, je trouve que c'est vraiment extraordinaire. Puis ça va être beaucoup de bonheur et de plaisir. Est-ce que ça va être à l'affiche à l'hiver 2024? Je pense que c'est au printemps. C'est au printemps. Mais comme dans la saison théâtrale en ce moment. C'est dans la saison en ce moment. Et il faudrait que je retrouve c'est Sans jaillir au théâtre d'aujourd'hui. Oui. Donc, avec Carla Mesquita-Ron, que j'ai connue cet été, qui a participé à mon podcast Farouche. Fait que je suis bien excitée, moi aussi, je vais aller voir cette pièce. Très bonne recommandation culturelle aujourd'hui, la gang. J'adore. High five. Ben, c'est là-dessus qu'on se quitte cette semaine. Mais je peux te faire une recommandation, un auto shout-out? Ben oui.
Je fais-tu un auto-shout-out? Ben, va t'en faire un auto-shout-out sur ta série, j'allais le faire. Oh my God, t'es tellement nice! Parce que j'étais quand même très inspirée par ton auto-shout-out. J'étais comme, oui, wow, on fait tout le temps des shout-outs à la fin. OK, c'est hot. On vous dit merci, premièrement. Donc, merci, Maman. Merci, Maman. C'était tellement le fun. D'avoir été avec nous. Puis comme oui, c'est ça. Donc, vous pouvez regarder Après le déluge sur Novo et Crave. Le dernier épisode sort cette semaine sur Novo et tous les épisodes sont déjà disponibles sur Crave. Ouais, c'est fou. Ça va vite. Oui. C'est virevoltant. Merci, Gabrielle, notre ficelle de l'ombre qui produit le podcast avec bienveillance et expertise. Woohoo! Merci au studio chez Denise pour l'accueil et votre magnifique espace. Très chaud. Caliente, muy caliente. Merci Marie-Hélène, magicienne du montage sonore et vidéo. Merci à Julien Simard de Son Hybride pour notre nouveau thème musical. Et merci à vous, chers ficellos, ficellounes, d'être à l'écoute depuis 10 ans déjà. On se considère très chanceuse d'avoir une fidèle communauté. On vous rappelle pour une deuxième fois dans l'épisode que le code Ficelle 15 vous donne un joli rabais sur les produits d'Eros et compagnie. Ah, j'ai tellement hâte d'aller magasiner! Et qu'on remercie également pour leur soutien cette saison. Et comme d'habitude, vous pouvez nous écouter sur le site de Pivot Québec et sur votre plateforme de balado préférée chaque semaine. À la semaine prochaine! Wouhou!